Chapitre 7. Tandis que le vent se déchaînait, le ciel s'obscurcissait à l'ouest, les nuages qui survenaient par vagues faisaient disparaître les constellations les unes après les autres. D'abord le dragon, puis la jeune fille de l'hiver, les 7 chèvres et le pot. L'œil, qui brillait plus fort et plus longtemps que les autres, finit par s'éteindre à son tour. La voûte céleste s'illumina le long de l'horizon, le temps d'un bref éclair. Le roulement sourd du tonnerre résonna dans la nuit. La tempête s'intensifia brusquement, balayant la poussière et les feuilles séchées. La licorne hennit, envoya un signal mental à la jeune fille. « Pas de temps à perdre. Notre seul espoir est de fuir rapidement. Il faut nous réfugier au bon endroit, à la bonne époque. Pressons-nous, œil étoilé. » Je suis la maîtresse du temps, songea Ciri. Je suis le sang ancien. Je suis du sang de Lara Dorren, la fille de Chiadal. Yakorax hennit, les incitant à se hâter. Kelpie se genouilla à elle et s'ébroua longuement. Ciri tira sur ses gants. « Je suis prête !» Un bourdonnement dans les oreilles, un éclair, de la lumière, puis les ténèbres. Les jurons du roi pêcheur résonnaient dans le silence crépusculaire. Debout, dans sa barque au milieu du lac, il tiraillait et agitait sa corde. Tentant de libérer, la cuillère restait accrochée au fond de l'eau. La rame qu'il avait lâchée émit un grondement sourd. Nimue tout sauta avec impatience. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu Nimue. Conduiramus se détourna de la fenêtre et se replongea dans l'examen des eaux fortes. L'une des reproductions en particulier attira son regard. Elle représentait une jeune fille, les cheveux dénoués, à cheval sur une jument morelle en train de se cabrer, ainsi qu'une licorne blanche dressée dans la même position, la crinière au vent comme les cheveux de la cavalière. Il s'agit probablement de l'unique passage de la légende sur lequel tous les historiens s'accordent, commenta l'adepte. Tous l'assimilent à une fable, à un ornement fictif, voire une métaphore délirante. Pourtant, comme pour narguer les savants, les peintres et les illustrateurs ont affiché un réel penchant pour cet épisode. Tiens, regarde, qu'on prenne n'importe quelle image, on n'y voit que Ciri, avec la licorne. Qu'avons-nous ici ? Ciri et la licorne sur une falaise près de la mer. Et ici, tiens, Ciri et la licorne dans un paysage qu'on croirait tiré des transes narcotiques, une nuit éclairée par de lune. Je les avais oubliés, Nimue, mais tu m'étonnes que... tu m'étonnes que si elles essaient d'étudier ça de manière plus ou moins rationnelle, elles doivent être un peu perturbées par le passage de Ciri qui fait des voyages dans le temps et dans l'espace. Nimue se taisait. En un mot, conclut Condyramus en rejetant les cartons sur la table, il n'y a partout que Ciri et la licorne. Ciri et la licorne dans le labyrinthe des mondes, Ciri et la licorne dans les limbes du temps. Nimue l'interrompit, les yeux tournés vers le lac, la barque et le roi pêcheur qui s'agitaient à l'intérieur. Ciri et la licorne surgissent du néant telles des apparitions, suspendues au-dessus de la surface des eaux d'on ne sait quel lac. Ou peut-être s'agit-il toujours du même lac, un lac qui relierait les temps et les endroits comme une sorte de boucle, un lac chaque fois différent, et pourtant toujours le même. Pardon ? Des apparitions, reprit Nimue sans la regarder, des revenants surgissant d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres endroits, d'autres temps, des spectres qui peuvent modifier le cours d'une vie, qui vaut aussi leur propre vie, leur propre destin modifié, sans le savoir. Pour eux, c'est tout simplement l'étape suivante de leur voyage, mais ce n'est jamais le bon endroit, la bonne époque. Pour la énième fois d'affilée, il faut repartir pour un autre lieu, un autre temps. Nimue, l'interrompit Condyramus avec un sourire forcé. C'est moi la rêveresse, je te le rappelle. C'est moi qui suis ici pour mes visions nocturnes et mes talents en onimorancie. Et voilà que tu te mets, ni plus ni moins, à prophétiser toi aussi, comme si tu avais vu ce dont tu viens de parler, en rêve. À en juger par la brusque tension dans sa voix et ses jurons, le roi pêcheur n'était pas parvenu à décrocher la cuillère.
La corde s'était détachée. Nimue restait silencieuse, les yeux rivés sur la gravure, sur Ciri et la licorne. Ce dont j'ai parlé, dit-elle enfin d'une voix parfaitement tranquille, je l'ai vu en rêve, effectivement, plusieurs fois, et une fois même, de mes propres yeux. Le trajet entre Slukosh et Malbrook pouvait parfois durer jusqu'à 5 jours. Ce n'était un secret pour personne. Les lettres du commandeur de Slujvok devant impérativement parvenir à leur destinataire, Winrich von Kniprod, le grand maître de l'ordre, au plus tard le jour de la Pentecôte, le chevalier Henrik von Schleben n'hésita pas une seconde et, afin de pouvoir voyager tranquillement sans risquer d'être en retard, il décida de se mettre en route le lundi suivant l'Exodie dominé, langsam aber sicher. Traduction lentement mais sûrement. La prévoyance du chevalier était grandement appréciée par son escorte, composée de 6 chasseurs à cheval, emmenés par Asso Planck, le fils du boulanger de Cologne. Planck et les arbalétriers étaient plutôt habitués à des messieurs adoubés qui juraient, hurlaient, pressaient leur cheval, forçaient leurs hommes à galoper ventre à terre au risque de se rompre le cou et rejetaient systématiquement la faute sur eux quand finalement ils arrivaient en retard, mettant de façon indigne pour des chevaliers de l'ordre qui plus est. Bien qu'il fasse sombre, la température était douce. Une fine bruine tombait par intermittence, voilant les cultures. Les collines couvertes d'une verdure luxuriante rappelaient au chevalier Henrik sa Thuringe natale, sa mère, et aussi le poids du célibat, lui qui n'avait plus eu de femme déjà depuis plusieurs mois. Les soldats qui chevauchaient à l'arrière chantaient mollement la ballade de Walter von der Vogelwig. Assa Planko, quant à lui, somnolait sur sa selle. Ver Güter Frue Lebeat, der Schamatzig, Alermisetat. Ils poursuivaient leur chemin tranquillement. Peut-être l'auraient-ils poursuivi jusqu'au bout si, vers midi, le chevalier Henrik n'avait aperçu la surface brillante d'un lac en bas de la grande route. Le lendemain était un vendredi, il s'agissait de se procurer rapidement une nourriture maigre. Le chevalier donna l'ordre à ses soldats de descendre au bord de l'eau et de se mettre en quête d'un hameau de pêcheurs. Le lac était immense, il abritait même une île. Personne ne connaissait son nom, mais à coup sûr, il devait s'appeler Saint quelque chose. Ironiquement, dans ce pays païen, un lac sur deux avait un nom commençant par Saint. Les fers des sabots crissèrent sur la rive jonchée de coquillages. Le lac était voilé de brume, mais l'on pouvait voir que l'endroit était désert. Aucune barque, aucun filet, il n'y avait pas âme qui vive. Il va falloir chercher ailleurs, songea Henrik von Schleben. Et si on ne trouve rien, tant pis. Nous mangerons ce que nous avons dans nos besaces, même si c'est de la poitrine fumée. Et à Malbork, nous nous confessons. Le chapelain nous ordonnera une pénitence, et nous serons absous de ce modeste péché. Il était prêt à donner ses ordres lorsque, dans sa tête, sous son aume, quelque chose bruissa. Asso Planck poussa un cri effrayé. Von Schleben regarda autour de lui et fut frappé de stupeur. Il se signa. Devant lui se tenaient 2 chevaux, l'un blanc, l'autre maureau. Au bout d'un instant, il remarqua avec effroi une corne spiralée sur le front bombé du cheval blanc. Il vit également que le cheval maureau était monté par une jeune fille dont la joue était cachée par ses cheveux gris. L'apparition semblait ne toucher ni l'eau ni la terre. On l'aurait dit suspendue au-dessus de la brume qui s'étirait à la surface du lac. Le cheval maureau hennit. « Oups !» s'exclama tout à fait distinctement la jeune fille aux cheveux gris. « Iré loqué, iré ted, squas, mais... » Par Sainte Ursule, patronne des bredouillassos pâles comme la mort. Les albalétriers restaient bouche bée, faisant machinalement le signe de croix. Von Skelborg se signa de nouveau, après quoi, d'une main tremblante, il sortit son épée de son fourreau, attachée sous sa selle. « Elig Maria Mutergot, rugit-il. Stemir B. » Ce jour-là,
Le chevalier Henrik ne fit pas honte à ses valeureux ancêtres, parmi lesquels Dietrich von Schlesborn, qui s'était battu vaillamment à Démétria et avait été l'un des rares à ne pas s'enfuir lorsque les Sarrasins avaient invoqué puis lâché contre les croisés un démon noir. Se remémorant son intrépide aïeul, Henrik von Schlesborn se précipita sur l'apparition au milieu des anneaux d'onde qui giclaient sous les sabots de son cheval. Par l'ordre et par Saint-Georges. La licorne blanche se cabra, pour ressembler à l'image des armoiries. La jument noire fit un pas de côté et la jeune fille prit peur. Cela se voyait au premier coup d'œil. Henrik von Schlesborn chargea. Qui sait comment tout cela se serait terminé si la brune du lac ne s'était soudain levée, brisant l'image de cet étrange duo qui éclatait aux mille couleurs comme un vitrage frappé par un caillou. Puis, tout disparut. Tout. La licorne, le cheval noir et l'étrange fille. Le destrier d'Henrik von Schlesborn pénétra dans le lac en clapotant. Il s'arrêta, agita son museau, hennit, fit grincer ses dents sur le mort. Maîtrisant à grande peine sa monture qui renaclait, Assoplanck s'approcha du chevalier. Von Schlesborn haletait, le souffle court, il râlait presque, et il avait les yeux écarquillés comme un poisson de carême. Par les eaux de Sainte Ursule, Sainte Cordélia et les 11 000 vierges martyrs, balbutia Assoplanck. Qu'est-ce que c'était, l'air irritateur? Un miracle? Une révélation? Teufelswerk, gémit von Schlesborn, soudain blême éclatant des gants. Schwarze Magie, Zobere. C'est une histoire de malédiction de païens, une affaire diabolique. Mieux vaut partir d'ici, monsieur, le plus vite possible. Il n'y a pas loin jusqu'à Pellepin, du moment qu'on se trouve à portée des cloches des églises. Arrivé sur les hauteurs, juste avant de pénétrer dans la forêt, le chevalier Henrik regarda une dernière fois autour de lui. Par-delà le mur de la forêt, le vent avait chassé la brume, la surface brillante du lac ondoyait. Au-dessus de l'eau, tournoyait un énorme aigle pêcheur. Pays impie, pays païen, marmotta Henrik von Schlesborn. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Un dur labeur nous attend avant que l'ordre de l'hôpital allemand chasse enfin le diable de ces contrées. Petit cheval, dit Ciri, d'un ton à la fois ironique et lourd de reproches, je ne voudrais pas me montrer pressante, mais je suis tout de même impatiente de retourner dans mon monde. Mes proches ont besoin de moi, tu le sais, voyons. Or, nous atterrissons d'abord sur je ne sais quel lac, face à un drôle de balourd en habit à carreaux, puis nous tombons sur une bande d'hirsutes armés de massue qui beuglent sans arrêt. Ensuite, sur un fou furieux arborant une croix noire sur son manteau, jamais la bonne époque, jamais le bon endroit. Je t'en supplie, essaie de faire un effort, je t'en supplie. Sympa, Suri, tu peux faire un effort, c'est toute seule de te changer d'espace-temps et d'espace-lieu. Yauriax hennit, remua sa corne et transmit une pensée à la jeune fille. Ciri ne comprit pas tout. Elle n'eut cependant pas le temps de s'interroger, car une fois encore, une froide clarté envahit son esprit, ses oreilles se mirent à bourdonner, et sa nuque fut parcourue de frissons. Puis elle fut de nouveau happée par le néant, noir et feutré. Avec un rire joyeux, Nimue tira l'homme par la main. Tous deux coururent vers le lac, zigzagant entre les petits bouleaux et les aulnes, parmi les souches et les troncs d'arbres renversés. En arrivant sur la plage sablonneuse, Nimue jeta ses sandales, remonta sa robe et entra pieds nus dans l'eau. L'homme ôta lui aussi ses chaussures, mais il ne se risqua pas à entrer dans l'eau. Il ôta son manteau et l'étendit sur le sable. Nimue accourut vers lui, jeta ses bras autour de son cou et se mit sur la pointe des pieds. Malgré cela, l'homme devait considérablement se pencher pour l'embrasser. Ce n'était pas sans raison que Nimue avait été surnommée la naine. Mais désormais, alors qu'elle avait déjà 18 ans et qu'elle étudiait les arts magiques, seuls ses amis les plus proches avaient le privilège d'user de ce surnom, ainsi que quelques hommes. Sans décoller ses lèvres de celles de Nimue, l'homme glissa sa main dans son décolleté. Puis tout alla très vite. Ils se retrouvèrent sur le manteau,
Étendu sur le sable, Nimue, sa robe remontée au-dessus de la taille, enserra entre ses cuisses les hanches de l'homme et agrippa de ses mains ses épaules. Lorsqu'il la prit, avec trop d'impatience comme toujours, elle serra les dents, mais elle fut rapidement gagnée par l'excitation et l'accompagna en rythme. Elle avait de la pratique. L'homme émettait de drôles de sons. Par-dessus son épaule, Nimue observait les cumulus aux formes fantastiques qui glissaient dans le ciel. Quelque chose tinta, comme une cloche noyée au fond de l'océan. Les oreilles de Nimue se mirent à bourdonner violemment. C'est de la magie, songea-t-elle en détournant la tête pour s'écarter du visage et du bras de l'homme allongé sur elle. Elle vit près du rivage, comme suspendue au-dessus de la surface du lac, une licorne blanche. Près d'elle, un cheval noir, et sur le cheval noir était assise. Une pensée traversa rapidement l'esprit de Nimue. Mais je connais cette légende, je connais ce conte. J'étais une petite fille lorsque j'ai entendu cette fable. C'est grand-père Siffleur, le conteur itinérant, qui nous la racontait. L'histoire de la sorceleuse Ciri, qui avait une cicatrice sur la joue, sa jument noire Kelpie, la licorne, le pays des elfes. L'homme, qui n'avait pas du tout remarqué l'apparition, accéléra la cadence de ses coups, qui se firent plus violents, et émettaient des sons de plus en plus ridicules. Oups, dit la jeune fille, assise sur le cheval noir. Une nouvelle erreur. Je ne suis pas tombé au bon endroit ni à la bonne époque, et manifestement, à un moment inopportun, pardon. L'image s'estompa, se fêla comme un verre de couleur, puis elle éclata soudain et se désagrégea, en ne laissant derrière elle qu'une opalescence scintillante, éclatante, qui disparut à son tour. Non s'écria Nimue, non, non, ne disparais pas, je ne veux pas. Elle replia les genoux, essaya de se libérer de l'étreinte de l'homme, mais c'était impossible. Il était plus puissant qu'elle et plus lourd. L'homme poussa une plainte, un gémissement. Ah, Nimue Elle cria, lui planta ses dents dans l'épaule. Ils étaient allongés sur la fourrure, tremblants et fiévreux, et Nimue regardait la rive du lac, la calotte d'écume battue par les vagues. Les joncs ployant sur le vent, et le vide désespérant laissé par l'apparition légendaire, désormais disparu. Une larme coula le long du nez de l'adepte. Nimue, il s'est passé quelque chose ? Oui, en effet. Elle se serra contre lui, sans cesser de regarder le lac. Ne dis rien, serre-moi fort et ne dis rien. L'homme sourit satisfait. Je sais ce qui s'est passé, dit-il en faisant le fanfaron. La terre a tremblé, c'est ça ? Nimue sourit d'un air triste. Pas seulement, répondit-elle après un instant de silence. Pas seulement. Un éclair, les ténèbres, un nouvel endroit. Quand même, genre, pas de peau pour Nimue qui passe sa vie à étudier Ciri, et le seul moment où elle la voit, elle est en train de copuler à côté du lac. C'est genre manque de peau, quoi. L'endroit suivant était sombre, sinistre et détestable. Ciri se voûta instinctivement sur sa selle. Elle était doublement secouée, au sens propre comme au sens figuré. Les sabots de Kelpie avaient heurté violemment quelque chose de dur, de plat et de rigide comme un roc. Après leur vol plané dans un néant feutré, le retour sur la terre ferme était si déstabilisant et désagréable que la jument haignée se jeta brusquement sur le côté, martelant le sol d'un violent staccato à faire claquer les dents. La seconde secousse, métaphorique, celle-là, le fut assénée par son odorat. Ciri gémit et plaqua sa manche sur son nez et sa bouche. Elle sentit ses yeux se remplir instantanément de larmes. Il régnait dans l'air une puanteur aigre, lourde et gluante, qui prenait à la gorge, une odeur de brûlé épouvantable, étouffante, impossible à identifier, n'évoquant rien de ce que Ciri pouvait connaître. La jeune fille était toutefois certaine que cette puanteur provenait de quelque cadavre arrivé au dernier stade de sa décomposition, sans doute le résultat d'un processus de désagrégation et de délabrement. Aucune créature, de son vivant, ne pouvait empester à ce point, même dans sa phase d'épanouissement. Ne pouvant réprimer un haut le cœur, elle se plia en deux sur sa selle. Kelpie renâclait et agitait le museau, mordait sans mort. La licorne se matérialisa à leur côté. Elle fléchit sur sa croupe, caracola et lança une ruade. En réponse, le soubassement dur trembla et résonna du martèlement des sabots. Tout autour régnait la nuit, une nuit sombre et sale, enveloppée des haillons poisseux et nauséabonds des ténèbres.
Ciri leva la tête à la recherche d'étoiles, mais elle ne vit rien. Rien qu'un abîme éclairé par endroits d'une lueur rougeâtre indistincte, comme un incendie lointain. Oups, dit-elle en faisant la grimace, elle avait la nausée. Ce n'est pas le bon endroit, pas la bonne époque. Aucun doute là-dessus. La licorne renâcla et agita son museau, décrivant vivement un petit arc avec sa corne. Le sol qui crissait sous les sabots de Kelpie était en réalité un rocher étrange, dont émanait une intense puanteur de roussi et de cendres froides. Ciri mit un temps à réaliser que ce qu'elle avait sous les yeux était une roue. Elle en avait assez d'avancée sur ce sol dur et désagréable. Elle dirigea sa jument sur un accotement jadis délimité par des arbres, dont il ne restait plus à présent que des squelettes nus et horribles, des cadavres parés de vêtements effilochés, semblables à des lambeaux de linceul putréfiés. La licorne la prévint d'un hennissement et d'un signal mental. Mais trop tard. Juste après la roue étrange et les arbres desséchés, il y avait un éboulis de grava et derrière, un escarpement qui tombait à pic, un précipice. Ciri poussa un cri, talonna les flancs de sa jument qui piétinait. Kelpie se débattait, broyant de ses sabots l'éboulis. En réalité, il s'agissait de déchets, constitués d'étranges ustensiles. Ces derniers ne se désagrégeaient pas sous les sabots, ne crépitaient pas, mais ils éclataient mollement, avec une langueur effroyable. On aurait dit d'immenses vessies de poissons. Ciri entendit des clapotements, des gargouilles, puis une puanteur fétide s'éleva dans les airs et faillit la faire tomber à la renverse. Kelpie, avec des hennissements sauvages, martelait le tapis d'immondices, s'efforçant de remonter vers la route. Ciri s'agrippa à l'encolure de sa jument. L'odeur la faisait suffoquer. Elles eurent de la chance et parvinrent à revenir sur l'étrange route, à la dureté désagréable, pour leur plus grand soulagement. Ciri frissonnait, elle jeta un coup d'œil en bas sur le monticule qui se noyait dans l'étendue noire du lac. Immobile et brillante, la surface du lac ressemblait davantage à de la poix refroidie qu'à de l'eau. Au-delà du lac, des détritus, des monticules de cendres, de la halle de scories, de lointaines lueurs rougeoyantes dans le ciel, masquées par intermittence par des filets de fumée. La licorne s'ébroua. Ciri voulut essuyer ses yeux larmoyants à l'aide de sa manche, mais elle se rendit compte qu'elle était couverte de poudre, tout comme ses cuisses, l'arçon de sa selle, la crinière et le cou de Kelpie. L'odeur pestilentielle la prenait à la gorge. « Quelle horreur !» marmotta-t-elle, « c'est abject. J'ai l'impression de coller de partout. On dégage d'ici au plus vite, petit cheval. » La licorne dressa les oreilles, renâcla. « Toi seul peux y parvenir. Agis. »« Moi ? Toute seule ? Sans ton aide ?» La licorne acquiesça. Ciri se gratta la tête, poussa un soupir, ferma les yeux, se concentra. Au début, l'incrédulité, la résignation, la peur dominaient, mais rapidement, une froide clarté, la clarté du savoir et de la force, l'envahit. D'où lui venait ce savoir et cette force ? Où prenait-il racine ? Elle n'en avait pas la moindre idée, mais elle savait qu'elle en était capable, qu'elle parviendrait à faire ce qu'elle voulait. Une fois encore, elle enveloppa du regard le lac figé et immobile, la halle fumante des résidus, les squelettes des arbres, les lointaines lueurs dans le ciel. « Heureusement que ce n'est pas mon monde, dit-elle, en se penchant et en crachant. Oui, heureusement. » La licorne hennit d'un air entendu. Ciri comprit ce qu'elle voulait dire. « Même si c'était mon monde, poursuivit-elle en s'essuyant les yeux, la bouche et le nez, ce ne serait quand même pas tout à fait le mien, car ce n'est pas mon époque, c'est soit le passé, soit... » Elle s'interrompit. « C'est le passé, répéta-t-elle une fois sourde. Je suis certaine que c'est le passé. » La pluie d'abat, un véritable déluge, qui les accueillit à l'endroit suivant, fut une réelle bénédiction. Chaude et parfumée, elle sentait le printemps, les mauvaises herbes, la boue et le compost. Elle ôta la saleté qui s'était déposée sur elle, les lava, leur procurant une véritable catharsis. Mais celle-ci fut de courte durée. Rapidement, elles en eurent assez de cette pluie qui ne cessait de tomber, les transperçait, coulait le long de leur dos. Elles étaient transies de froid. Elles quittèrent donc cet endroit pluvieux, car ce n'était pas
non plus le bon, ni la bonne époque. Une très grosse chaleur régnait à l'endroit suivant, la canicule. Ciri, Kelpie et la licorne séchèrent rapidement, fumant comme trois théières. Elles se trouvaient au milieu d'une lande de bruyère desséchée par le soleil, au bord d'une forêt. C'était une vaste forêt. Cela se voyait tout de suite, une forêt vierge, dense, sauvage et infranchissable. Dans le cœur de Ciri naquit un espoir. S'agissait-il du bois de Brokilon? Si c'était le cas, ce serait au moins un endroit connu et approprié. Elles entreprirent de longer la forêt, allant au pas. Ciri tentait de distinguer quelque chose qui pourrait lui servir d'indication. La licorne renâclait, relevait la tête, regardait sans cesse autour d'elle. Elle n'était pas tranquille. « Tu penses qu'ils peuvent nous traquer, petit cheval ?» demanda-t-elle. Pour toute réponse, la licorne renâcla. Même sans télépathie, le message était clair. Nous n'avons pas réussi à nous enfuir encore suffisamment loin. Elle ne comprit pas la réponse que lui transmit la licorne. Comment ça? Le proche et le lointain n'existent pas. Une spirale? Quelle spirale? Elle ne comprenait pas ce que l'animal voulait lui dire, mais il lui avait communiqué son inquiétude. Ces landes brûlées par la chaleur n'étaient pas le bon endroit, et ce n'était pas la bonne époque. Elle le comprit en fin de journée, lorsque la chaleur s'atténua et que dans le ciel, au-dessus de la forêt, deux lunes, au lieu d'une, firent leur apparition, l'une grande, l'autre plus petite. La fois suivante, elles se retrouvèrent au bord de la mer, sur une falaise. Au milieu de rochers, aux formes étranges, s'égayaient des palombes, des sternes, des mouettes rieuses et des pétrels aux ailes blanches qui poussaient des cris stridents que le vent marin emportait au loin. L'horizon, chargé de nuages sombres, venait se confondre avec la mer. Sur la plage rocailleuse, tout en bas, Ciri distingua soudain, à moitié enseveli sous les gravillons, le squelette d'un gigantesque poisson à la gueule monstrueuse. Les dents, dont ses mâchoires blanchies étaient hérissées, faisaient au moins 3 empans de long, et on aurait largement pu pénétrer dans sa gueule à cheval, semblait-il, sans avoir à baisser la tête et défiler sous la voûte de ses côtes. Ciri n'aurait pu affirmer avec certitude qu'il existait de tels poissons dans son monde et son époque. Elle longea la falaise sans que les mouettes et les albatros paraissent effrayer le moins du monde. Ils ne libéraient pas facilement la route et tentent même de briqueter et de picoter les pâturons de Kelpie et d'Iakourax. Ciri comprit alors que ces oiseaux n'avaient jamais vu d'humains ni de chevaux, et encore moins de licornes. Iakourak s'ébroua et secoua la tête. La licorne était visiblement inquiète. La suite des événements allait lui donner raison. Elles entendirent un craquement, comme un drap que l'on déchire. Je pense que c'est le moment où ça va être la merde. Précaution, on va faire quelques changements. Commencer par passer sur la scène que vous ne connaissez que trop bien. Changer de musique. Une un peu plus appropriée. Pas vraiment des musiques de bagarre, mais... Ah, c'est bon. Elles entendirent un craquement, comme un drap que l'on déchire. Les sternes, dans un bruissement d'ailes, s'envolèrent avec fracas, inondant le ciel d'un immense nuage blanc. Dans un frémissement soudain, l'air au-dessus de la falaise se dispersa comme de l'eau sur du verre. Une fêlure apparut dans le ciel, d'où jaillirent l'obscurité et un déferlement de cavaliers. Leurs manteaux volaient au vent, le chatoiement de leurs couleurs, vermillon, amarante et carmin, évoquant des lueurs d'incendie dans un ciel embrasé par l'éclat du soleil couchant. Désolé Ciri, je pense que tu es un peu dans la crotte, si je peux me permettre. C'est exactement les personnes que tu essaies de fuir depuis tout à l'heure. Dear Grutari, les cavaliers rouges.
Avant même que retentisse le cri des oiseaux et les hennissements inquiets de la licorne, Ciri avait fait tourner bride à sa jument qui partit au galop. Mais l'air se creva de l'autre côté également, et de nouveau cavaliers en surgirent, leurs manteaux volant au vent comme des ailes. Leurs poursuivants formaient un demi-cercle qui se refermait sur elles, les acculant vers le précipice. Ciri poussa un cri et libéra Hirondelle de son fourreau. La licorne l'appela d'un signal strident qui transperça son cerveau comme une aiguille. Cette fois, Ciri comprit aussitôt. Petit Cheval lui indiquait la route, une brèche dans l'anneau. Puis la licorne se cabra, poussa un hennissement strident et se jeta sur les elfes, sa corne dangereusement pointée en avant. Petit cheval, sauve-toi, œil étoilé, ne le laisse pas t'attraper. Ciri s'aplatit sur la crinière de sa jument. Deux elfes lui barrèrent la route. Ils étaient munis de lasso, des licots au bout de longues manches. Ils tentèrent de les passer autour du cou de Kelpie, mais la jument les évita adroitement, sans même ralentir d'une seconde son allure. D'un geste de son épée, Ciri trancha le second lasso. Elle poussa un cri pour inciter Kelpie à accélérer. La jument fila comme la vitesse de l'éclair. Mais d'autres déjà étaient sur leurs talons. Ciri entendait leurs cris, le martèlement de leurs sabots, le claquement de leurs manteaux. Qu'était-il arrivé à Petit Cheval, se demanda-t-elle. Que lui ont-ils fait? Elle n'avait pas le temps de méditer. La licorne avait raison. Elle ne pouvait se laisser attraper de nouveau. Elle devait faire un plongeon dans l'espace, se cacher, se perdre dans le labyrinthe du temps et des espaces. Elle se concentra, sentant avec effroi le vide dans sa tête, et aussi un tumulte étrange qui résonnait de plus en plus fort. Ils me lancent des mauvais sorts, comprit-il. Ils veulent m'envoûter avec des sortilèges. Ils peuvent toujours courir. Les sortilèges ont une portée limitée. Je ne leur permettrai pas de me rattraper. File, Kelpie. La jument Morel tendit le cou et fila comme le vent. Ciri se plaqua contre son encolure pour contrer au maximum la résistance à l'air. Les cris dans son dos, qui lui semblaient dangereusement proches encore un instant auparavant, s'atténuèrent, assourdis par le fracas des oiseaux effarouchés. Puis, ils devinrent très faibles, lointains. Hop, le micro avait tourné, j'espère que vous m'avez quand même entendu pendant la bagarre. Kelpie filait comme l'éclair, à en faire hurler le vent marin dans les oreilles. Les lointaines exclamations de leurs poursuivants étaient désormais empreintes de colère. Ils avaient compris qu'ils avaient échoué, qu'ils n'arriveraient pas à rattraper la jument Morel agile qui continuait à galoper sans la moindre trace de fatigue, avec la grâce et la souplesse d'un guépard. Ciri ne se retourna pas, mais elle savait qu'ils l'avaient poursuivi longtemps, jusqu'à ce que leurs propres chevaux commencent à renâcler et à râler, leur gueule ouverte et écumante touchant presque à terre. Alors seulement, ils les avaient abandonnés, blasphémant et lançant des menaces impuissantes. Kelpie filait comme le vent. Eh ben, elle n'est pas encore sortie d'affaire, notre Ciri, quand même. J'ai vu seulement à la fin que le micro s'est tourné. Il a décidé d'avoir sa propre vie. J'espère du coup que vous avez quand même entendu pendant la phase de bagarre, que ça vous a pas dérangé dans ce passage-là. Mais quand même plutôt dans la crotte. Le fond d'écran du facepalm pour vous dire « Oh dear, we are in trouble ». C'est vraiment ça. C'est vraiment le « Oh fuck ». Bon, je pense qu'on peut repasser sur ça du coup. Elle a une belle vie de merde. Ah, on est bien d'accord, Eric Otrex. Hein. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on le dit sur ce live, mais à chaque fois c'est Ah, Ciri. Ah, toute ta famille a été butée par des Nilfgaardiens. Ah, super. Bon bah du coup tu vas pouvoir vivre un peu avec le sorceleur. Ah, tu pensais que ça allait être sympa? Eh ben non. Tu te fais péter la gueule par tout le monde qui veut te rattraper. Ah, tu penses avoir fui? Eh ben non, en fait, tu te fais traîner et mettre à moitié en esclavage par un mec totalement fou qui te pète la gueule et qui t'oblige à faire des combats dans une arène. Ah, tu réussis à fuir ça et tu penses avoir survécu? Eh ben non, tu finis dans un monde parallèle où on te dit tu vas nous faire un gamin et t'as pas le choix. Tu arrives à fuir ça? Eh ben non, faut quand même que tu retrouves la bonne époque, le bon espace-temps. Et en plus, t'es poursuivi par des cavaliers qui veulent te tuer. C'est quand même plutôt sympa, non?
Au rythme où ça va, il devrait se faire une raison. Il est plus facile d'empêcher la nuit de s'échapper que Siri. Ah bah c'est vrai que la persévérance des gens depuis le début. Bon après en même temps, quand tu vois le pouvoir qu'a Siri, tu peux comprendre qu'à l'époque ils ont envie de la choper. Mais c'est vrai que t'as envie de dire, bon les gars, ça fait 3 tomes de 500 pages que vous êtes après elle, vous n'êtes pas capable de la retenir. Alors bon, quand le passage sur la planète des singes. Écoute, pourquoi pas comme crossover, sachant qu'au début du tome, on a eu un crossover avec le roi Arthur. On va avoir Perceval qui fait Sire, Sire, j'ai rien compris. Alors, c'est pas faux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est changement d'ambiance pour le stream. Vous pensez que vous allez avoir une histoire de sorceleur et d'un coup ça fait pilum pum pum pum. Et hop là, petit épisode de Camelot. Un petit détour au Mordor. Oh bah, on n'en est pas loin, hein. En vrai, ça aurait pas. Ouais, si j'allais dire, ça aurait pas trop pas de sens. Quand même un peu. Je sais pas ce qui a le moins de sens. Qui est le roi Arthur qui arrive dedans ou qui est potentiellement Gandalf. Ça se joue. Quel est le truc qui a le moins de sens? Il y aura le tournant d'agro. Ah bah il y a. Ah, puis avec un peu les bras cassés qu'on a croisés au fur et à mesure des tomes, franchement, il y a vraiment moyen de refaire des épisodes de Camelot. L'endroit où elle s'était réfugiée était sec et venteux, le vent mordant et hurlant, séchant rapidement les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle était seule, de nouveau, seule au monde. Tel un éternel vagabond, un navigateur perdu au milieu des mers infinies, condamné à errer dans l'impitoyable archipel du temps et des espaces, un navigateur qui avait perdu tout espoir. Le vent sifflait et hurlait, faisant rouler autour de la terre craquelée la pelote du fil de la vie. Le vent séchait ses larmes. Et une bonne soirée à tous. On me disait d'une merde Harry Rex, bah tu vois. Après, la légende arthurienne et la mythologie nordique avec les elfes euh, ont été l'inspiration de Tolkien qui fut lui-même l'inspiration de Sapkowski. Non mais c'est pour ça c'est pas si de... Enfin après ça reste plus ou moins dans le même univers, mais je saurais pas dire lequel des deux ça me choquerait moins qu'il y ait réellement ça dedans, tu vois. En vrai je pense que c'est pas forcément de bonne réponse vu que ça reste de la fantasy. Globalement quand t'es à peu près dans le même style de fantasy j'allais dire, tu peux. Enfin, c'est globalement raccord que tu fasses des crossovers, quoi. À partir du moment, bien sûr, où tu respectes l'espace-lieu et l'espace-temps. Une clarté glaciale inonde son crâne. Elle entend un bourdonnement monocorde, comme si elle avait l'oreille plaquée contre une conque marine. Le long de sa nuque, un fourmillement, le néant noir et feutré, un autre endroit, un nouvel endroit, un archipel d'endroits. Aujourd'hui, déclara Nimue en s'emmitouflant dans sa fourrure, la nuit sera bonne, je le sens. Conduramus ne fit aucun commentaire. Elle avait entendu plus d'une fois déjà sa semblable affirmation. Ce n'était pas la première nuit qu'elle passait sur la terrasse, assise face au lac flamboyant sous le soleil couchant, tournant le dos au miroir et au gobelin magique. Du lac leur parvenaient les jurons du roi pêcheur, dont l'écho se répercutait sur la surface de l'eau. Pour manifester le mécontentement que lui causaient ces déconvenus à la pêche, taillade en taillade ratée, câble autre crochet qui ne fonctionnait pas, le roi pêcheur avait souvent recours à des paroles assez crues. À en juger par le registre de ses blasphèmes, les choses ce soir-là ne se présentaient pas au mieux. Le temps, reprit Nimue, n'a pas de début ni de fin. Le temps est comme le serpent Ouroboros qui se mord la queue. Dans chaque instant se cache l'éternité, et l'éternité est formée des instants qu'il a créés. L'éternité est un archipel d'instants. Il est possible, quoique difficile, de naviguer au milieu de cet archipel, mais s'y perdre est dangereux. Il est bon d'avoir avec soi une lanterne pour arriver à se diriger dans le noir. Il est bon de pouvoir entendre un appel au milieu du brouillard. Elle se tut quelques secondes. Comment la légende qui nous intéresse se termine-t-elle? Toi et moi avons l'impression de le savoir, mais le serpent Ouroboros se mord la queue.
C'est maintenant qu'est en train de se décider le dénouement de la légende. En cet instant précis, le navigateur perdu au milieu de l'archipel d'instant distinguera-t-il la lumière de la lanterne? À quel moment entendra-t-il un appel? De cela dépendra le dénouement de la légende. Du lac leur parvint un juron, un clapotis, le choc des rames contre les dames. Cette nuit sera bonne, c'est la dernière avant le solstice d'été, la lune rapetisse, elle passe dans le signe du poisson-bout, dans la 4e maison, c'est la meilleure période pour la divination, la meilleure. Concentre-toi, conduit Ramus. Comme de nombreuses fois auparavant, conduit Ramus s'exécuta docilement, entrant peu à peu dans un état proche de la transe. Cherche-la, dit Nimue. Elle est là-bas, au milieu des étoiles, quelque part dans la lueur de la lune, perdue au milieu de l'archipel. Elle est là, seule, attendant de l'aide. Aidons-la, conduit Ramus. Concentration, les poings sur les tempes, un bourdonnement, comme lorsqu'on place contre son oreille une conque marine, un éclat, et subitement, le néant noir et feutré. Il y eut un endroit où Ciri vit des bûchers en feu. Des femmes enchaînées à des pieux poussaient des cris sauvages et imploraient la pitié. La foule assemblée autour d'elle beuglait, riait, dansait. Elle vit une grande ville en flammes où le feu crépitait, où les toits s'effondraient en lançant des étincelles, où le ciel tout entier était noir de fumée. Elle vit des salamandres à 2 pattes énormes se battre, liées l'une à l'autre du sang vif rouge, coulant de leurs crocs et de leurs griffes. Elle vit des centaines de moulins à vent identiques battre le ciel de leurs longues ailes. Elle vit des centaines de serpents siffler et ramper sur des cailloux, faisant bruisser et crisser leurs écailles. Elle visita un endroit où seul régnait l'obscurité et où résonnaient des voix, des murmures qui faisaient monter l'angoisse. Elle en visita bien d'autres encore, mais pas un seul n'était le lieu approprié. La légende arthurienne est peut-être décalée par rapport à l'ensemble qui reste majoritairement ancré sur le folklore polonais et germanique, là où la légende arthurienne, pour ce qu'on en a aujourd'hui, est beaucoup présente à travers le christianisme des valeurs morales chrétiennes et idéales des cours de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. Oui, non mais c'est plus ou moins... En fait, genre, il y a une légère différence d'espace-temps, mais aussi d'espace-lieu, quoi qu'on soit. Comme tu dis, c'est pas spécialement le. Comment? C'est pas spécialement centré aux mêmes places dans le monde, mais. Pour ça, je pense que ça. Globalement, ça resterait plus ou moins raccord quand même. Hop. Désormais, Ciri parvenait si bien à se déplacer d'un endroit à l'autre qu'elle commença à faire des expériences. Parmi les rares endroits qui ne lui faisaient pas peur, elle appréciait les chaudes landes de bruyère, au bord de la forêt sauvage, éclairées par 2 lunes. Ciri se concentra attentivement sur l'image de ces 2 lunes et plongea dans le néant. Elle réussit dès sa seconde tentative. Enhardie, elle décida de se livrer à une expérience encore plus délicate. Il était évident qu'en plus des lieux, elle visitait également des époques. Sinon, comment aurait pu-elle tour à tour se trouver en présence de Visigoths, des elfes ou encore des licornes? Elle avait bien réussi à le faire par le passé, non? Même si elle l'avait fait inconsciemment, qu'elle avait été blessée au visage, elle avait réussi à échapper à ses persécuteurs en faisant un bond de 4 jours dans le temps. Visigoths s'était ensuite arraché les cheveux à essayer de faire correspondre les dates qui ne coïncidaient pas. Peut-être était-ce là son unique chance, un saut dans le temps? Elle décida d'essayer. La ville qu'elle avait vue en flammes, par exemple, ne devait pas l'être éternellement. Et si elle essayait d'y retourner avant le déclenchement de l'incendie? Ou bien après? Elle faillit échouer au beau milieu des flammes et eut les cils et les sourcils roussis, éveillant une panique monstre chez les habitants de la ville qui tentaient de fuir. Elle choisit de se réfugier au milieu des landes de bruyère chaleureuse. Ça ne vaut sans doute pas le coup de prendre un tel risque, se dit-elle. Le diable sait comment ça peut se terminer. J'arrive mieux avec les lieux, alors tenons-nous-en au lieu. Tentons de nous retrouver dans des endroits précis, des endroits familiers dont je me souviens bien, et qui m'évoquent des choses agréables. Elle commença par le temple de Mélitélé, se représentant les grilles, le bâtiment, l'atelier, le dortoir des adeptes,
la chambre qu'elle partageait avec Yennefer. Elle se concentra, les poings sur les tempes, rappelant à sa mémoire le visage de Nénéké, Ernid, Kadjé et Yola la seconde. Cela ne donna rien du tout. Elle atterrit dans des marécages brumeux où pullulaient les moustiques et où seuls résonnaient les sifflements des tortues et les couassements aigus des grenouilles. Elle fit plusieurs autres tentatives sans plus de succès. Kaermoren, les îles Skellige, la banque de Gorosvelen où travaillait Fabius Sach. Elle n'osa tenter Sintra, elle savait que la ville était occupée par les Nilfgaardiens. À la place, elle préféra se concentrer sur Vizima, une ville où Yennefer et elle avaient autrefois fait des achats. L'œil collé à la lunette de son télescope, Arnius Krantz, philosophe, alchimiste, astronome et astrologue, se trémoussait sur un escabeau inconfortable. La comète de première grandeur et intensité, que l'on pouvait observer depuis près d'une semaine dans le ciel, lui était très utile pour ses observations et ses recherches. Il savait qu'une telle comète, dotée d'une queue rouge-feu, annonçait en général de grandes guerres, des incendies et des massacres. Pour dire la vérité, la comète était un peu en retard côté présage, car la guerre avec Nilfgaard battait déjà son plein, et l'on pouvait aisément affirmer sans se tromper qu'il y allait avoir des massacres et des incendies. Pas un jour ne se passait sans qu'il s'en déclare. Arnis Krantz, qui s'y connaissait dans les mouvements des sphères célestes, espérait tout de même calculer à quel moment, dans combien d'années ou même de siècles, la comète réapparaîtrait, augurant une nouvelle guerre à laquelle on pourrait, qui sait, mieux se préparer. L'astronome se leva, se massa le derrière et partit soulager sa vessie sur la terrasse à travers la balustrade. Il arrosait toujours le massif de pivoine de sa propriétaire, n'ayant cure de ses réprimandes. Les lieux d'aisance étaient tout bonnement trop loin, perdre du temps à de longues pérégrinations ne cadrait pas avec le sérieux du savant. S'il laissait tomber son travail pour aller satisfaire ses besoins plus loin, il risquait de perdre le fil de ses précieuses réflexions, et ça, aucun savant ne pouvait se le permettre. Debout près de la balustrade, il déboutonna son pantalon en admirant les lumières de Vizima qui se reflétaient dans l'eau du lac. Je sens venir la connerie, ça me fait rigoler d'avance. Soupirant d'aise, il leva le regard vers le ciel. On verra si la connerie à laquelle je pense, à laquelle vous pensez sûrement aussi, arrivera. Je parle du caractère, la légende arthurienne véhicule la lutte d'un monde civilisé qui triomphe d'un monde païen vers un idéal. Le monde mythologique nordique et des peuples de l'Est est proche de la nature, parle de créatures fantastiques et effrayantes. On s'y livre des vengeances et des luttes sanglantes. Il y a un cheminement du héros qui ne passe pas vraiment par le pardon et la clarté, la charité, prônée par le mythe arthurien. Ah non, mais t'as totalement raison. En fait, je pensais juste pas que tu faisais référence à ça dans ton précédent message, mais effectivement, c'est pas du tout le même type d'œuvre. Enfin, on est d'accord que dans la philosophie, c'est pas du tout la même chose non plus. Effectivement, de toute façon, la légende arthurienne, c'est un truc beaucoup plus, j'allais dire eurocentré, mais vu que les légendes polonaises, ça marche pas du coup, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, forcément, ça véhicule beaucoup plus les valeurs, chrétiennes, de pardon, etc., que du bon chevalier prêt à défendre contre les méchants et tout. Ça, effectivement, ça véhicule beaucoup plus. Ça, c'est pas du tout le même genre d'histoire. Après, d'histoire, dans le sens que c'est pas les mêmes morales et les mêmes valeurs qui sont prônées dedans, mais après, je trouve c'est aussi ça qui est intéressant. Parce que la légende arthurienne, c'est sympa à lire, mais bon, au bout d'un moment, t'es bon, ok, tu te bats pour le Christ, ok, c'est super, tu nous l'as répété 50 fois, tu as beaucoup de valeur. Mais est-ce que de temps en temps, Gérald qui fait un truc totalement con après avoir pété la gueule à 5 personnes sans raison, c'est pas un peu rigolo? Ça met un peu de. Voilà quoi. La comète retenue sur la route dont le bouchon arrive avec du retard. Ouais, c'est un peu ça. Et je sais pas pourquoi je préchote que le mec qui va être en train de pisser quand Siri va arriver et que du coup il va être. Me suivez bibizu. Je sais pas pourquoi je trouve que ça serait bien. On parlait tout à l'heure. Avant qu'on commence les lectures à Ricotrex, qu'on pourrait écrire des histoires, typiquement ça serait un truc qui pourrait arriver, ça, et ça me choquerait pas. Les étoiles, les constellations, songea-t-il, la jeune fille de l'hiver, les 7 chèvres, le pot. Selon certaines théories, il ne s'agit absolument pas de petites lumières clignotantes,
mais de véritables mondes, d'autres mondes, de mondes dont nous sommes séparés par le temps et l'univers. Je crois profondément que des voyages entre ces autres endroits, autres temps et autres univers seront possibles un jour. Oui, j'en suis même certain. On trouvera un moyen. Mais il faudra pour cela libérer la pensée du corset rigide qui l'entrave aujourd'hui et que l'on nomme la connaissance rationnelle. Ah, songea-t-il en sautillant, si seulement j'avais une illumination, si je tombais sur une piste, une occasion unique. En bas, sous la terrasse, quelque chose scintilla. L'obscurité de la nuit vola en étoiles. De cet éclat de lumière surgit un cheval, monté par un cavalier, qui se révéla être une jeune fille. « Bonsoir !» le salua-t-il poliment. « Pardon si je tombe au mauvais moment. Pourriez-vous me dire où nous sommes et à quelle époque ?» Artenius Grans déglutit, il ouvrit la bouche et resta pantois. Merci à tous. N'hésitez pas tous à vous abonner en récompense de cette prédiction. J'espère que ça vous a plu. Ça doit être la première prédiction juste que je fais en 100 heures de live. Faut jamais désespérer dans la vie. J'espère que mon histoire en motivera certains. Ça va, au bout de 100 heures, j'arrive enfin à faire des prédictions qui sont à peu près justes. Bon, en même temps, c'était une prédiction simple, je vous l'accorde. C'est pas la fin de l'histoire que j'ai essayé de prédire. Quel est ce lieu ? Répéta patiemment la jeune fille, en veillant à bien articuler. À quelle époque sommes-nous ? C'est... Le cheval s'ébroua. La jeune fille poussa un soupir. Soit. Sans doute suis-je de nouveau mal tombé au mauvais endroit, à la mauvaise époque. Mais dis-moi quelque chose au moins, ne serait-ce qu'un seul petit mot compréhensible, parce que, enfin, je ne saurais me retrouver dans un monde où les gens auraient oublié jusqu'au langage articulé. Allez, juste un petit mot. Va donc te faire voir, bouc stupide, lança la jeune fille. Et elle disparut, en même temps que son cheval. Artenius Krantz referma la bouche. Il resta plusieurs minutes près de la balustrade, le regard plongé dans la nuit, contemplant le lac et les lointaines lumières de Vizima qui s'y reflétaient. Puis il reboutonna son pantalon et retourna à son télescope. La comète traversa rapidement le ciel. Il s'agissait de l'observer, de ne pas la perdre de vue un seul instant, avant qu'elle disparaisse dans les limbes de l'univers. C'était une occasion inespérée qu'un savant n'avait pas le droit de laisser passer. Peut-être devrais-je m'y prendre autrement, s'interrogea-t-elle, les yeux rivés sur les deux lunes qui ressemblaient à présent à deux faux, l'une petite, l'une plus grande. Ne pas penser à un endroit ni un visage, mais, du plus profond de soi, souhaiter fortement, aspirer ardemment. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? Geralt, je veux retrouver Geralt. J'ai très envie de me retrouver auprès de lui. Je trouve qu'elle se retrouvait au mauvais moment. Enfin, auprès de lui, mais pas auprès du bon moment. C'est pas vrai, s'écria-t-elle. Par tous les diables de l'enfer, je suis bien tombée encore. Kelpie poussa un hennissement. Confirmant qu'elle était du même avis, elle trépignait doucement, ses sabots enfoncés dans la neige, de la vapeur s'échappait de ses naseaux. La bourrasque aveuglante sifflait, hurlait, de petits flocons de neige rugueux piquaient les joues de Ciri et ses mains, le froid mordant lui transperçait les os, aussi sûrement que les crocs d'un loup. Tremblante, les épaules rentrées, Ciri tentait vainement de protéger sa nuque sous son misérable col redressé. À gauche, comme à droite, s'élevaient des cimes majestueuses et menaçantes, véritables monuments gris rocheux dont les sommets disparaissaient au loin, dans le brouillard et le blizzard. Au fond de la vallée, grondait une rivière, épaissie par des blocs de glace entiers ou en décomposition. Tout était blanc alentour, blanc et glacial. « Eh bien, Kelpie, bouge, sinon tu vas être pétrifié !» s'écria Ciri en saisissant les rênes entre ses doigts engourdis par le gel. « Avance, ma belle, avance! Je sais que ce n'est pas le bon endroit, je vais tout de suite nous téléporter ailleurs, dans notre lande de bruyère. Mais je dois me concentrer, cela peut prendre un certain temps. Alors bouge, allez, avance !» Kelpie souffla, faisant sortir de la vapeur de ses navots. Le vent sifflait, la neige collait au visage, fondait sur les cils.
Regardez, cria Angoulême par-dessus la tempête. Regardez là-bas, il y a des traces. Quelqu'un est passé par ici. Qu'est-ce que tu dis? Geralt défie l'écharpe qu'il avait enroulée autour de sa tête pour empêcher ses oreilles de geler. Que dis-tu, Angoulême? Des traces! Des traces de chabots de cheval! Comment ça, un cheval? Caïr aussi devait crier pour se faire entendre. La tempête faisait rage, et la rivière sans retour semblait rugir et gronder de plus belle. Comment est-ce qu'un cheval pourrait se retrouver ici? Regardez vous-même! Effectivement, constata le vampire, le seul de la compagnie qui ne semblait pas totalement frigorifié. Manifestement, il était aussi peu sensible au froid qu'à la chaleur. Il y a bien des traces, mais sont-elles celles d'un cheval? C'est impossible. Caïr se frotta vigoureusement les joues et le nez. Pas dans ce coin perdu. C'est sans doute un animal sauvage qui a laissé des traces, un mouflon, très certainement. Mouflon toi-même, hurla Angoulême. Si tu dis que c'est un cheval, c'est que c'est un cheval. Comme toujours, à la théorie, Milva préférait la pratique. Elle sauta à bas de sa monture, se pencha, repoussant vers l'arrière son bonnet en fourrure de renard. La morveuse a raison, déclara-t-elle au bout de quelques secondes. C'est bien un cheval, sans doute ferré même si c'est difficile à dire. La tourmente a recouvert les traces. Il est parti dans cette direction, vers ce défilé. Ah s'écria Angoulême en frappant dans ses mains. Je le savais. Quelqu'un habite ici. Dans les environs. Suivons ce chemin, peut-être tomberons-nous sur une cabane bien chauffée. Peut-être qu'on nous permettra de nous sécher près du feu et qu'on nous proposera à manger. Pour sûr, répliqua Caïr d'un ton ironique. Je parierais plutôt sur des carreaux d'arbalète. Le plus raisonnable serait de nous en tenir à notre plan et de suivre la rivière, déclara Régis de sa voix de mentor. Ainsi, on ne risquera pas de se perdre. Et en aval de la sans retour, on trouvera certainement un comptoir de trappeurs où on nous proposera bien plus vraisemblablement quelque chose à manger. Geralt, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le sorceleur se taisait, le regard fixé sur le flocon de neige qui tournoyait dans la bourrasque. Nous suivons les traces, décida-t-il enfin. Vraiment? Commença le vampire, mais Geralt ne lui laissa pas le temps de poursuivre. Suivons les traces de sabots. Allez, en route! Alors, soit c'est rien à voir, c'est pas les traces de sabots de Ciri, et, et, euh, et c'est juste un autre cheval pour nous faire croire et tout. Soit c'est les traces de sabots de Ciri, ils vont enfin se retrouver. Soit c'est les traces de sabots de Ciri, mais entre-temps elle se retéléportait. Ce qui serait vraiment triste qu'elle se soit téléportée à genre à 10 minutes près de Geralt. Enfin, ce serait vraiment triste en fait qu'elle était dans la bonne époque, dans le bon espace-temps, mais juste pas au bon à 500 mètres près, et du coup ils se sont pas vus quoi. Ça serait vraiment triste si c'est ça. Geralt, soit on suit les traces, soit on dispute une partie de. En vrai, genre, c'est même, il me tue une petite partie de Gwen. Ce serait vraiment drôle qu'il t'ait écouté, Ether, et qu'à un moment, il y a un truc de Ah, Geralt, tu as enfin retrouvé Ciri. Tu dois être content. Ah, et après tant de temps, je me disais Petite partie de Gwen. Ça pourrait même devenir genre le son avec l'illustration de quand il y en a un de vous qui s'abonne ou autre. Et genre la tête de Geralt qui est comme ça, qui est petite partie de Gwyn. Ah non, l'auteur ne serait pas bête à ce point-ci. Ah non, 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 il est pas bête à ce point-là, c'est juste un. Ça, c'est juste un running gag qui est dû à cause des jeux vidéo, mais. Enfin, de l'adaptation en jeu vidéo, mais. Ah non, t'imagines, il fait ça. Je jette mon livre, je jette mon livre et je m'en vais. Il serait se tirer une balle dans le pied. Ah bah là, oui. Déjà que. On sait pas trop comment il va finir, alors. Ils pressèrent leur monture, mais ils n'allèrent pas bien loin. Ils progressèrent dans le défilé, se rapprennent un quart d'altée. C'est fini, constata Angoulême en regardant la neige lisse et neige. Il y avait, il y a plus, comme au cirque elfique. Et maintenant, sorceleur. Caris se retourna sur sa selle. Les traces ont disparu. Le vent les a recouvertes. Non, le contredit Milva. La bourrasque ne vient pas jusqu'ici dans le couloir. Eh bien, qu'est-il arrivé à ce cheval alors? L'archère haussa les épaules, se plonotta sur sa selle, rentra la tête dans les épaules. Où est-il donc passé? Insista Caïr. Il a disparu, il s'est envolé. On a tous rêvé peut-être. Geralt, qu'est-ce que tu en dis?
La bourrasque se mit à souffler. Pourquoi nous as-tu demandé de suivre ces traces, Geralt demanda le vampire en observant attentivement le sorceleur. Je ne sais pas, reconnut-il au bout d'un instant. J'ai senti quelque chose. Mon instinct m'a poussé à les suivre, peu importe, tu avais raison, Régis. Revenons vers la rivière sans retour et tenons-nous-en au plan initial, sans faire de détour qui pourrait mal se terminer. Reinhardt nous a prévenus, c'est après le col du malheur que l'hiver véritable et le mauvais temps nous attendent. Nous devons être en parfaite condition physique quand nous y parviendrons. Ne restez pas là, faisons demi-tour. Sans chercher à comprendre ce qui a bien pu arriver à ce fameux cheval. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre lança le sorceleur d'un ton amer. Les traces ont été balayées par la neige, voilà tout. Du reste, peut-être était-ce bien mouflon finalement. Milva posa sur lui un étrange regard, mais s'abstint de tout commentaire. Lorsqu'ils regagnèrent la rivière, les traces mystérieuses avaient disparu, là aussi, balayées puis recouvertes d'une neige humide. Emportés par le courant, des blocs de glace tourbillonnaient dans la rivière, gris éteint, épaissis par la neige fondue. Je vais vous dire quelque chose, intervint Angoulême, mais promettez-moi de ne pas rire. Ils se retournèrent. Avec son chapeau en pompon enfoncé sur les oreilles, ses joues et son nez rougi par le gel et sa veste de fourrure mal taillée, la jeune fille avait l'air comique. Un vrai petit gnome ventripote. Je vais vous dire quelque chose sur ces traces. Quand j'étais dans la Hanse de Rossignol, il racontait que l'hiver, le roi des montagnes, le chef des démons des glaces, se promenait dans les cols sur un cheval gris ensorcelé. Si par malheur on tombait sur lui, c'était la mort assurée. Qu'en dis-tu, Geralt? Est-ce que c'est possible que... C'est possible, l'interrompit-il. Tout est possible. En route, la compagnie. Le col du malheur nous attend. La neige tombait de plus en plus drue, cinglant violemment les visages. Le vent soufflait, on entendait siffler et hurler les démons des glaces dans la tourmente. Du coup, ça a l'air d'être bien ça, hein, que Ciri était au bon endroit, mais elle s'est téléportée parce qu'elle n'a pas vu. Coup dur. Petite déception, je vais pas vous mentir. Enfin, frustration pour Ciri. Après, George Martin a bien offert de créer certains personnages et des maisons après avoir perdu des paris. Il y a des auteurs qui bradent leur création par intérêt, malheureusement. Ouais, bah, je veux bien te croire, mais c'est triste quand même d'en arriver à faire ça. Heureusement, pour l'instant, c'est pas le cas du sorceleur. Mais bon, si t'en es à laisser les noms de tes... enfin, de ce qui se passe, des créations et tout, en fonction de combien d'argent les gens me donnent pour le faire, c'est quand même sacrément triste, c'est plus trop... Enfin, c'est plus trop ton œuvre et ça a plus trop d'intérêt, je trouve. Mais bon, ça n'engage que moi, et peut-être vous n'ayez pas cet avis d'ailleurs. Ciri se rendit aussitôt compte qu'elle n'avait pas atterri dans sa lande familière. Nul besoin d'attendre la nuit, elle était certaine que les deux lunes ne seraient pas au rendez-vous. La forêt qu'elle longea était pareillement sauvage et infranchissable, mais elle présentait quelques différences avec celle de la lande. Ici, par exemple, les bouleaux étaient bien plus nombreux et les êtres plus rares. Les oiseaux se comptaient par milliers, alors que dans l'autre, on n'en percevait pas la présence. Dans la lande, entre les bruyères, il n'y avait que du sable et de la mousse. Ici, le sol était littéralement tapissé de lycopodes. Même les sauterelles qui bondissaient devant les sabots de Kelpie étaient différentes, presque familières. Et ensuite, son cœur se mit à battre plus fort. Elle vit un petit chemin, abandonné et en veille d'herbe, qui menait à l'intérieur de la forêt. Ciri regarda autour d'elle et s'assura que la drôle d'allée ne menait pas plus loin qu'elle s'achevait là. Qu'elle ne menait pas dans les profondeurs de la forêt, mais hors de la forêt. Sans réfléchir davantage, elle talonna sa jument et pénétra sous les arbres. Je vais chevaucher jusqu'à midi, songea-t-elle. Si d'ici midi, rien d'intéressant ne se présente, je ferai demi-tour et j'irai dans le sens contraire, au-delà des bruyères. J'ai vu les décomptes des gens du live sauter à 500 et repasser à 1, le choc. Ça recommence, c'est le glitch Twitch. Bah, Twitch est cassé parce que genre... moi je peux voir certains des spectateurs et puis genre tout à l'heure vous étiez plusieurs à parler et ils mettaient que 1 depuis le début. Genre Twitch est un peu cassé par les stats. Bon, après c'est pas très grave parce que pour moi genre vu que j'en vis pas, j'ai pas intérêt d'avoir des stats, mais je me dis ceux qui en vivent et qui ont 2 fois moins d'argent parce que Twitch n'est pas capable de compter le nombre de viewers qu'il y a, ils doivent pas trop apprécier. Ou alors on peut voir que voilà, les lectures du sorceleur s'intéressent tellement de gens que un dimanche soir on est 500. Vous le prenez comme vous voulez, moi j'offre des propositions.
Elle poursuivit son chemin, au pas, sous un dôme de branchages, l'œil aux aguets, à l'affût du moindre détail. C'est alors qu'elle remarqua un petit vieux, derrière un chêne. Le vieillard, tout petit mais pas du tout voûté, était d'une chemise en lin et d'un pantalon du même matériau. Était vêtu, bien sûr. Il portait aux pieds des babouches en libère pas trop cocasses. Dans une main, il tenait une canne noueuse et dans l'autre, une corbeille en osier. Cyril ne distinguait pas très bien son visage, caché par les rebords abîmés de son chapeau de paille. Seul pointait son nez bronzé et sa barbe grise enchevêtrée. « N'aie pas peur, dit-elle, je ne te ferai pas de mal. » Le vieillard sautilla d'une babouche sur l'autre et ôta son chapeau. Il avait un visage rond, piqué de taches de vieillesse, mais frais et peu ridé, des sourcils clairsemés, un petit menton fortement proéminent. Ses longs cheveux gris étaient noués en une queue de cheval qui retombait dans son dos. Le sommet de son crâne, en revanche, brillant et jaune comme un melon, était chauve. Il avait les yeux rivés sur son épée, plus exactement sur la poignée qui pointait dessous son bras. « N'aie pas peur, répéta-t-elle. « Hé hé, mademoiselle, fit-il en mâchouillant, le pépé des bois n'a pas peur des voyageurs. Il n'est pas de ses craintifs, oh non !» Il sourit. Il avait de grandes dents, très en avant, à cause du mauvais positionnement de sa mâchoire. De fait, on avait l'impression qu'il mastiquait sans arrêt. « Et le pépé des bois n'a pas peur des voyageurs, répéta-t-il. Pas même des brigands. Le pépé des bois est un indigent, un pauvre diable. Et tranquille, il gêne personne, hé hé. » Il sourit de nouveau. Quand il sourit ainsi, on aurait dit qu'il n'avait que ses seules dents de devant. « Et toi, mademoiselle, t'as pas peur du pépé des bois ?» Cyril pouffa. « Figure-toi que non, je ne suis pas non plus de ses craintifs. Hé hé, ben dis donc !» Il fit un pas dans sa direction. Prenant appui sur sa canne, qu'elle pisse y broie, Cyril tira sur ses rênes. « Ma jument n'aime pas les étrangers, l'avertit-elle, et elle est capable de mordre. Hé, le pépé des bois le sait, c'est une mauvaise petite jument, pas gentille. Et d'où vient la demoiselle, je me demande? Où donc se rend-elle? C'est une longue histoire. Où mène cette route? Hé, la demoiselle le sait pas? Sois gentil, cesse de répondre à mes questions par d'autres questions. Où mène cette route? Quel est cet endroit? Et à quelle époque sommes-nous? Le petit vieux exhiba de nouveau ses dents de devant, les agitant à la manière d'un ragondin. Eh ben, dis donc, quelle époque? Demande la demoiselle. Oh, on voit qu'elle est venue de loin, oh oui, de bien loin pour arriver chez le pépé des bois. D'assez loin, en effet, acquiesça-t-elle d'un ton indifférent. Je viens d'autres lieux et d'autres temps, cheva-t-il. Pépé sait, Pépé a deviné. Quoi? Demanda-t-elle légèrement excitée. Qu'as-tu deviné? Que sais-tu? Le pépé des bois, c'est beaucoup de choses. Parle. La demoiselle a faim, sans doute, dit-il en avançant les dents. Et soif. Elle est fatiguée par son voyage. Si elle le souhaite, le pépé des bois l'amènera à sa cabane, lui donnera à manger et à boire. Cyril y chevauchait depuis un long moment déjà, sans avoir eu le temps de penser à se reposer ou à s'alimenter. À présent, les paroles du drôle de petit vieux avaient réveillé son appétit. Son estomac gargouilla, ses intestins firent des nœuds et sa bouche devint très sèche. Le vieillard l'observait par-dessous son chapeau. Par-dessous son chapeau, plutôt. Dans sa cabane, mastiqua-t-il. Le pépé des bois, il a à manger. Il a de l'eau de source, aussi de la paille pour la jument. La vilaine jument qui a voulu mordre le brave pépé. Il a tout ce qu'il faut dans sa cabane. Et lui et la demoiselle pourront parler du temps et de l'espace. Pas loin du tout, oh non, non. La demoiselle voyageuse en profitera-t-elle ou méprisera-t-elle l'hospitalité du pauvre et misérable pépé? Cyril avala sa salive. Je te suis. Le pépé des bois se retourna et se traîna jusqu'à un petit sentier, à peine visible au milieu des forêts, dégageant énergiquement, la route à grands coups de canne. Cyril le suivait, baissant la tête pour éviter les branches et tirant sur la bride, car Kelpie s'acharnait à vouloir mordre le vieillard, ou du moins manger son chapeau. Contrairement aux déclarations du petit vieux, sa cabane ne se trouvait pas tout près, loin de là. Lorsqu'ils parvinrent sur place, le soleil était déjà presque au zénith, au-dessus de la clairière. La cabane du pépé se révéla être une pittoresque masure sur pilotis, dont à l'évidence
Il avait à maintes reprises réparé le toit, et ce à l'aide de ce qui lui tombait sous la main. À première vue, les murs de la cabane semblaient tapissés de peaux de porc. Devant la masure se trouvait une construction en bois, en forme de potence, une table basse et une souche d'arbre, au centre de laquelle était plantée une hache. Derrière la cabane, on pouvait apercevoir un foyer, façonné avec des cailloux et de la glaise, dans lequel étaient posés d'immenses chaudrons noirs de suite. Voici la cabane du Pépé des Bois, annonça non sans fierté le vieillard en la désignant de sa canne. C'est là qu'il habite, c'est là qu'il dort, c'est là qu'il se prépare à manger, quand il a de quoi. C'est un labeur, un dur labeur, que de trouver à manger dans ce désert. La demoiselle voyageuse aime-t-elle l'orge perlée? Oui, dit Cyril en déglutissant, elle aime tout. De l'orge perlée avec de la viande, du gras, des lardons. On dirait bien que la demoiselle n'a pas mangé de viande ni de lardons depuis longtemps, dit le Pépé en la toisant du regard. Elle est maigrelette, la demoiselle, vraiment maigrelette. Rien que la peau et les os. Hé hé, qu'est-ce que c'est que ça, la demoiselle? Elle reçut un violent coup de canne sur la tempe. Heureusement, elle avait juste eu assez de réflexe pour placer sa main devant elle, de manière à amortir le choc. Un tel coup aurait pu lui briser le crâne comme un œuf. Néanmoins, elle se retrouva sur le sol, abasourdie et totalement désorientée. Ah merde. Enfin merde pour Siri et merde, faut que je change de scène du coup. Ya pour choper l'épée. Le petit vieux souriait de toutes ses dents. Il s'approcha d'elle en bondissant et lui asséna un deuxième coup de canne. Siri parvint une fois de plus à se protéger sa tête à l'aide de ses bras. Résultat, ses deux membres glissèrent le long de son corps, inerte. Le bras gauche était à coup sûr cassé, les os du métacarpe vraisemblablement brisés. Le petit vieux revint vers elle en sautillant et la frappa au ventre avec son bâton. Elle poussa un cri en se recroquevillant. Il se jeta alors sur elle comme un vautour, la tourna face contre terre, l'immobilisa sous ses genoux. Siri se tendit, rua fortement vers l'arrière sans parvenir à le toucher. Elle donna alors un grand coup de boule à l'aveuglette, et cette fois atteignit sa cible. Le vieux hurla de colère et la frappa de son poing à l'arrière du crâne avec une telle force que le visage de la jeune fille s'enfonça dans le sable. Il la saisit par les cheveux et lui écrasa le nez et la bouche contre le sol. Elle sentit qu'elle étouffait. Le vieux s'agenouilla sur elle, tout en lui maintenant la tête dans le sable. Il lui arracha son épée et la lança loin d'elle, puis il commença à tripoter son pantalon, trouva la boucle, la défit. Siri hurla, suffocant, et recracha du sable. Il la serra plus fort, l'immobilisa en enroulant ses cheveux autour de son poing. D'une brusque secousse, il arracha son pantalon. Et c'est reparti. Bah alors, vu la tournure, je t'avoue que j'aurais bien aimé éviter à devoir lire ça. On va rester sur une scène de bagarre quand même, parce que bon, c'est pas un truc très calme ce qui se passe. Hé, mastica-t-il en respirant bruyamment. Quelle aubaine, quel beau petit cul le Pépé a trouvé là. Oulolo, ça fait bien longtemps que le Pépé on n'avait pas eu comme ça. Oh. Oh, à l'aide. Lorsqu'elle sentit la main sèche et crochue du veillard sur sa peau, Siri hurla de dégoût, la bouche pleine de sable et d'aiguilles de pain. Reste tranquille, mademoiselle. Elle l'entendit saliver tandis qu'il malaxait ses fesses. Pépé n'est plutôt jeune, doucement, ça vient pas tout de suite. Mais n'aie crainte. Pépé va faire ce qu'il faut. Et après, il ira manger un morceau. Oh oui, un copieux. Il s'interrompit, beugla, se mit à pousser des cris de goret. Sentant la prise plus légère, Siri rua, se secoua et se libéra tel un ressort. Elle comprit alors ce qui s'était passé. Kelpie, qui s'était approché tout doucement, avait saisi le veillard par sa queue de cheval et l'avait pratiquement soulevé le terre. Let's go Kelpie, on a toujours cru en toi dans cette histoire, même si des fois on savait pas trop à quoi tu servais. On a toujours cru que t'étais le bon cheval sur lequel miser. Le birbe hurlait et coassait, s'agitait dans tous les sens, donnait des coups de pied. Enfin, il parvint à se libérer, laissant entre les dents de la jument une longue mèche de cheveux gris. Il voulut saisir sa canne, mais d'un coup de pied. Siri l'a mis hors de portée. Elle comptait lui en asséner un second, mais elle était gênée dans ses mouvements par son pantalon qui descendait sur ses cuisses. Le temps qu'elle le remonte,
Pépé en avait profité pour prendre une nouvelle arme. En quelques galipettes, il avait atteint la souche et extirpé la hache. D'un mouvement, il repoussa Kelpie, qui ne s'était toujours pas calmé. Le vieux poussa un hurlement, montra ses horribles dents et se jeta sur Ciri, brandissant la nouvelle hache au-dessus de lui. Pépé va te tringler, petite demoiselle, hurla-t-il sauvagement, même s'il doit d'abord te mettre en pièces, c'est lui pareil au même pour le Pépé, que tu sois entière ou en portion. Ah, vraiment le gros dégueulasse, ça me dégoûte. Ciri s'imaginait venir à bout facilement de ce petit vieillard. Après tout, ce n'était qu'un vieux birbe décrépit. Elle se trompait lourdement. En dépit de ses monstrueuses babouches, il bondissait comme un cabri, sautillait comme un lapin et agitait sa hache avec l'adresse d'un boucher. Alors que la lame sombre et aiguisée l'avait déjà effleuré à plusieurs reprises, Ciri comprit que le seul moyen de s'en sortir était la fuite. Mais un concours de circonstances la sauva. Pour une fois qu'elle a de la chance, enfin, elle n'a pas de chance actuellement, mais dans son malheur, elle a un léger bout de chance. En reculant, elle heurta son épée avec son pied. Elle s'en saisit en un éclat. Jette-tâche, lança-t-elle, haletante, en sortant Hirondelle de son fourreau. On entendit le sifflement de la lame. Jette-lâche par terre, vieillard libidineux, qui sait, peut-être alors je t'épargnerai, sans te mettre en pièces. Il s'arrêta. Il râlait. Sa barbe était couverte de bave. Il n'abandonna pas son arme pour autant. Elle vit ses doigts qui pianotaient sur le manche. Elle lut la folie et la fureur dans ses yeux. Eh bien, dit-elle en faisant des moulinets avec son épée, rends-moi la journée agréable. Pendant quelques instants, il la regardait d'un air incrédule, puis il lui montra les dents, écarquillant les yeux, et se jeta sur elle. Ciri avait assez ri. Elle lui échappa en exécutant un rapide demi-tour et le frappa juste au-dessus du coude, en glissant sa lame entre les bras tendus du vieillard. Le vieux laissa tomber l'âge de ses mains qui pissaient le sang, mais il se précipita aussitôt sur elle, ses doigts écartés pointés vers ses yeux. Elle fit un bond de comté et lui asséna un coup sur la nuque. Plus par pitié que par nécessité, ses deux artères humérales étant sectionnées, il serait de toute façon rapidement vidé de son sang. Il était allongé sur le sol, et malgré ses spondyles brisés, il se tordait toujours comme un ver. Ciri se tenait debout au-dessus de lui. Des grains de sable crissaient toujours entre ses dents. Elle lui cracha tout bonnement sur le dos. Alors, avant qu'elle ait terminé de se vider la bouche, il était mort. Ah bah dis donc, c'était pas prévu ce passage-là. C'était un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Plus important est que Ciri s'en est sorti et a tué ce gros porc. Et j'ai seulement mis 5 coups d'épée dans mon plafond. Parce que pour ça, à un moment, j'ai tellement tournicoté qu'en fait, bah du coup, la page, elle a tournicoté aussi. Alors, boire un petit peu de thé, vous me permettrez de me remettre de mes émotions de cette histoire vraiment dégueulasse qui m'a dégoûté. Et un lit bien chaud en syncopénie. Merde, Harry Gotrek, ça m'effraie-choque ce qu'allait se passer. Cet accent venu du fond du Calvados. Et du coup, je suis limite déçu de m'être appliqué à lui faire un accent sympa qui vous a fait rire alors que c'est un gros porc, le type, quoi. C'est reparti, bah putain, oui. La prochaine fois, elle va tuer par précaution le prochain être vivant au rythme où ça va. Non, mais... oui, franchement, je pense à l'on au stade où, par précaution, il faut qu'elle sorte son épée. En fait, faut qu'elle applique la technique américaine, c'est-à-dire qu'elle pète la gueule aux gens et après elle propose la diplomatie, parce que maintenant elle se fait trop avoir. Salut, salut, je passe dire bonjour avant d'aller dormir. Ah. Oh, j'espère que tu vas bien, le card, je suis désolé. Je suis désolé, tu viens au moment où Ciri se fait... où quelqu'un essaie d'abuser des charmes de Ciri pour le dire de manière classe. Je suis vraiment désolé que tu arrives au pire moment. J'espère que tu vas quand même passer pour le reste du temps que tu vas rester un bon moment à notre compagnie, que ça va pas te traumatiser et te mettre des trucs pas sympas en tête avant que tu ailles dormir. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais j'espère que tu vas bien quand même, Alcard.
J'espère que tu vas bien, que tu as passé bon dernier 15 derniers jours. Tu tombes dans le chapitre interdit au moins de 18 ans. Ouais, c'est ça, désolé. Hein. Et hop, une gorge tranchée. Ah bah, elle lui a bien tranché, c'est bien fait pour sa gueule. J'ai bien entendu en arrivant, j'étais pas sûr. Ah, ouais, désolé, t'es arrivé au pire moment. Heureusement qu'elle était dans un passe de chance, qu'est-ce que ça aurait été. Oui, c'est ça. C'est que Siri, elle se fait tellement bolosser dans le livre qu'elle se fait frapper. Elle est à deux doigts de se faire. Je pense, alors je vais pas dire le mot parce que sur YouTube, on sait jamais d'ici à qui me censure ma vidéo après. En tout cas, elle était à deux doigts de se faire abuser sexuellement. Et l'auteur dit quand même, ouh, par chance, il arrivait ça à Siri. Oh, bah super, effectivement. Qu'est-ce qui se passe, quoi, elle a pas de chance. Elle est morte du plafond de Tiamat, c'était au champ d'honneur du 5586e coup durant les live Witcher. Il y a mon plafond, je vois les traces, il y a mon micro aussi, c'est le moment où j'ai tournicoté, j'ai cru que je l'avais éclaté. Un jour, je pense vraiment que je vais le casser et ça va vous faire rire, mais moi ça va moins me faire rigoler. Mais c'est heureusement, rien de plus. Ouais, bah heureusement, ouais, elle a réussi à s'en sortir parce que sinon ça m'aurait. Je sais pas si je vous l'aurais réussi, ça aurait été plus loin. Je pense que j'aurais juste dit, vous savez très bien ce qui se passe et on passe à la suite. Parce que ça m'aurait vraiment humainement dérangé de devoir venir ça. C'est le beau du soir, heureusement les chances, ouais. T'inquiète, j'avais déjà lu ce livre. Bon bah tant mieux, au moins si tu t'es pas arrivé au moment. Enfin tant mieux. Au moins tu découvrais pas le passage. C'est déjà ça. Mais du coup t'as pas de peau quoi, parce qu'il y a des passages vraiment sympas depuis le début, enfin vraiment sympas. Qui sont classiques, des passages de fantasy, tu peux être sympa, une petite histoire pour s'endormir et tout. Là, même si tu le connais déjà, je pense que c'est pas la meilleure histoire pour te dire tiens, je vais mettre des petits trucs sympas pour avant d'aller faire dodo. Pour les prochains lives, il faut te lancer sur des lives légendes de Star Wars, tu auras de quoi faire des duels au sabre laser. Oh mais vous imaginez, dans un univers comme ça, ou dans un univers un peu plus Harry Potter, et je fais des duels de baguettes magiques. Oh là là. Tellement. En vrai, j'y ai repensé tout à l'heure, enfin dans les 15 derniers jours, et j'ai trop envie de refaire ça. Du coup, faut vraiment que vous me disiez, enfin je sais qu'il y a des gens du live, on en a déjà parlé la dernière fois pendant longtemps, les gens du pub, vraiment, de YouTube, pardon, dites-moi vraiment si ça vous intéresse qu'on refasse des trucs comme ça. Mais il y a tellement, j'ai trop envie de faire d'autres lectures en cosplay, des lectures en cosplay avec d'autres gens pour qu'on puisse faire des interactions. J'ai eu des petites idées, en vrai, il y a moyen de faire. On en a déjà parlé en live, et du coup, n'hésitez pas à dire YouTube si ça vous intéresse, mais il y a vraiment moyen de faire, je pense, faire des trucs trop cool, quoi. L'étrange construction devant la masure, qui ressemblait à une potence, était équipée de crochets en fer et de moufles. Alors attendez, non, par contre, me permet juste de revenir sur un truc, c'est-à-dire que certes le type est un gros dégueulasse qui essaie d'abuser de Ciri, mais toujours est-il qu'il savait très bien qui était Ciri, et très bien les pouvoirs qu'avait Ciri. Alors du coup, d'un côté il est mort et tant mieux vu l'enflure que c'est, mais de l'autre côté, comment il connaît Ciri, comment il connaît les pouvoirs qu'a Ciri, et comment il connaissait toute l'histoire des trucs arrivés à Ciri. Après peut-être parce que suivant l'espace-temps, suivant l'espace-temps, on est dans le bon espace, mais pas dans le bon temps, et longtemps après la légende de Ciri, et du coup, il sait très bien qui est Ciri grâce à ça. Ou alors, il est une autre personne plus importante que du coup, on saura pas qui c'est, mais il y a quand même un petit truc de comment ça se fait que je viens de tilter. C'est cool, la lecture est plus vivante. Ah, moi, on est d'accord, on va faire des trucs trop cool. Imaginez, on est à deux et on peut faire une vraie bagarre d'épée. Bon, horrible à mettre, en scène, mais ça peut être des trucs trop cool. C'est le pouvoir des pépés. J'espère que tous les pépés sont pas comme ça. En tout cas, le mien, il est pas comme ça, c'est déjà cool. La table et le billot étaient glissants et gluants, couverts de graisse, ça empestait. Comme à l'abattoir. Dans la cuisine, Ciri trouva un chaudron avec des restes d'orge pelée, accompagnés de morceaux de viande, de gras et de champignons. Elle avait très faim. Mais quelque chose lui disait de s'abstenir de manger, peut-être parce que c'est un autre humain qu'il a mangé, le monsieur avant. Elle se contenta de prélever un peu d'eau dans un baquet et de ranger une petite pomme ridée. Derrière la cahute, elle découvrit des marches qui menaient à une petite cave, profonde et froide. À l'intérieur, il y avait des casseroles contenant du saindoux. De la viande était suspendue à des crochets fixés au plafond, une demi-carcasse. Elle se précipita hors du souterrain en trébuchant sur les marches, comme poursuivie par des diables. Elle tomba dans les orties, se releva, se dirigea d'un pas chancelant vers la cabane. Des deux mains, elle se saisit
d'un des pales qui la soutenaient, quoiqu'elle n'eût presque rien dans l'estomac. Elle vomit abondamment pendant de longues minutes. La carcasse suspendue dans la cave était celle d'un enfant. Appelez-moi Madame Irma ce soir. Deuxième prédiction que je vous fais. En vrai, c'est des petites prédictions faciles à faire, mais quand même deuxième d'affilée. Je serai votre Madame Irma ce soir. C'est mon prochain cosplay. Madame Irma d'ailleurs. Les vieux, ça fait plus mystérieux. Certains provençal à Gaulois. Oui, c'est un peu ça. Vous avez dit que c'était une vieille tout à l'heure. Oui, bon, ça va, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. En revanche, je vais pas vous refaire une autre histoire. Guidée par la puanteur, elle trouva dans la forêt une fosse remplie d'eau stagnante dans laquelle le prévoyant Pépé des Bois jetait les déchets et tout ce qui n'était pas mangeable. En voyant les boîtes crâniennes, les côtes et les bassins qui émergeaient de la boue, Ciri se rendit compte avec épouvante qu'elle ne devait la vie qu'à la seule lubricité du terrible vieillard. Seule son envie de batifoler l'avait sauvée. Si la faim avait été plus forte que son immonde computience, c'est avec sa hache et non son bâton qu'il l'aurait frappée par surprise. Suspendue par les jambes à la potence en bois, elle aurait été éviscérée et dépecée, découpée en morceaux sur la table, fendue sur le billot. Prise de vertige, elle chancela. Sa main gauche, enflée, était extrêmement douloureuse. Elle parvint néanmoins à traîner le corps du vieux dans la forêt, jusqu'à la fosse, et le jeta dans la fangue puante, parmi les ossements de ses victimes. Elle retourna à la cabane, entassa des branchages et des aiguilles de pin à l'entrée de la cave, du bois mort autour des pilotis de la cabane, et des maigres biens du vieux. Puis, méticuleusement, elle mit le feu aux quatre coins de la masure. Elle ne s'éloigna qu'après s'être assurée que tout flambait correctement, que l'incendie faisait rage et que rien, pas même une pluie passagère, ne peut empêcher que cet endroit disparaisse à jamais. L'état de sa main n'était pas si grave. Elle était certes enflée et la faisait souffrir ô combien, mais aucun os ne semblait cassé. À l'approche du soir, comme elle l'avait prévu, une seule lune fit son apparition dans le ciel, mais curieusement, Ciri n'avait pas envie de considérer ce monde comme étant le sien, ni d'y demeurer plus longtemps que nécessaire. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, la nuit sera bonne, murmura Nimue, et je le sens. Conduramus poussa un soupir. Teinté de pourpre et de jaune, l'horizon réfléchissait sur l'eau du lac ses couleurs qui s'étiraient en allant si long jusqu'à l'île. Les deux femmes étaient installées dans des fauteuils sur la terrasse. Derrière elles trônait le miroir au cadre d'ébène ainsi que le gobelin qui représentait un château adossé à un mur de pierre, surplombant un lac de montagne. Combien de soirées déjà, songea Conduramus. Combien de soirées avons-nous passé, assises là, jusqu'à la tombée de la nuit, à discuter dans l'obscurité, sans aucun résultat, à simplement palabrer? Il commençait à faire froid. La magicienne et l'adepte s'emmitouflèrent dans les fourrures. Elles entendaient le grincement des dames de nage, mais sans voir la barque du roi pêcheur, cachée par l'éclat aveuglant du soleil couchant. Conduramus revint sur leur sujet de conversation précédent. Je fais souvent ce même rêve. Je me trouve au milieu d'un désert de glace où il n'y a rien d'autre que le blanc de la neige et des blocs de glace miroitant au soleil. Partout jusqu'à l'horizon, tout n'est que neige et glace, il n'y a rien d'autre. Il y règne un silence assourdissant, surnaturel, un silence de mort. Nimue fit un signe de tête, comme pour indiquer qu'elle savait de quoi il s'agissait, mais sans faire de commentaire. Soudain, je crois entendre quelque chose, reprit l'adepte. J'ai l'impression de sentir la glace trembler sous mes pieds. Je m'agenouille, j'écarte la neige. La glace est transparente comme du verre, comme la surface gelée de certains lacs de montagne à travers lequel on peut voir les poissons nager et les cailloux qui tapissent le fond. Moi aussi, dans mon rêve, je vois à travers la couche de glace, bien qu'elle fasse 10 ou même 100 toises d'épaisseur. Cela ne m'empêche pas de voir ni d'entendre des gens qui appellent à l'aide. En bas, sous la glace, il y a un monde gelé.
Cette fois non plus, Nimue ne fit pas de commentaire. Je sais, bien sûr, quelle est la source de ce rêve, reprit l'adepte. Dans la prophétie d'Ithnina, le célèbre froid blanc, le temps du gel et de la tourmente sauvage. Le monde meurt, enseveli sous la neige et la glace, afin de renaître des siècles plus tard, comme le dit le présage, purifié et meilleur. Que le monde renaîtra, ça j'y crois profondément, observa Nimue à voix basse. En revanche, je doute qu'il sera meilleur. Pardon ? Tu as bien entendu. Mais ai-je bien compris, Nimue ? L'hiver blanc a déjà été annoncé des milliers de fois. À chaque hiver rigoureux, on prétend que c'est le bon. À l'heure actuelle, même les enfants ne croient pas qu'un simple hiver soit capable de menacer le monde. Tiens donc. Les enfants n'y croient pas, hein ? Eh bien moi, figure-toi, j'y crois. En te fondant sur des prémices raisonnables, demanda Conduramus, une pointe d'ironie dans la voix, ou en raison d'une foi mystique en l'infaillibilité des prophéties elfiques. Nimue resta un long moment silencieuse, triturant la fourrure dont elle était couverte. La terre est ronde, commença-t-elle enfin sur un ton doctoral, et tourne autour du soleil. Tu es d'accord avec ça ? Ou peut-être appartiens-tu à l'une de ces sectes qui veulent prouver le contraire ? Non, pas du tout. Je crois en l'héliocentrisme et je suis d'accord avec la théorie selon laquelle la Terre est ronde. Magnifique. Tu seras donc d'accord avec le fait que l'axe vertical de la Terre est incliné selon un certain angle et que la trajectoire de la Terre autour du Soleil n'a pas la forme d'un cercle régulier, mais d'une ellipse. J'ai appris cela, mais je ne suis pas astronome donc. Nul besoin d'être astronome, il suffit de raisonner logiquement. La Terre tourne autour du Soleil en décrivant une ellipse, donc, au cours de sa révolution, tantôt elle s'en approche, tantôt elle s'en éloigne. Plus la Terre est éloignée du Soleil, et plus il y fait froid, cela semble logique. Et moins l'axe de la Terre est éloigné de la perpendiculaire, moins l'hémisphère nord reçoit de lumière. C'est logique. Ces deux facteurs, c'est-à-dire l'ellipse décrite autour du Soleil et le degré d'inclinaison de l'axe de la Terre, sont soumis à des changements cycliques, comme on l'a remarqué. L'ellipse peut être plus ou moins large ou allongée, l'axe de la Terre peut être plus ou moins incliné, les conditions climatiques extrêmes provoquent parallèlement l'apparition des deux phénomènes, un étirement maximal de l'ellipse et un axe pratiquement à la verticale. Lorsque la Terre est dans son aphélium, elle ne reçoit que très peu de lumière et de chaleur, les régions polaires étant particulièrement désavantagées en raison d'un angle d'inclinaison de l'axe défavorable. C'est sûr. Moins de lumière sur l'hémisphère nord signifie un enneigement plus long. Une neige blanche et brillante réverbère la lumière du soleil, la température baisse encore davantage. La neige de fait tient encore plus longtemps, sur des étendues de plus en plus vastes, elles ne fond plus, ou bien seulement sur une période plus courte. Plus il y a de neige, et plus elle tient longtemps, plus l'étendue blanche qui réverbère la lumière est vaste. J'ai saisi. La neige ne cesse de tomber, il y en a de plus en plus. Car, note qu'avec les courants maritimes, des masses d'air chaud en provenance du sud se déplacent et se condensent au-dessus des continents nordiques refroidis, puis retombent sous forme de neige. Plus l'écart de température est grand, plus les chutes de neige sont abondantes. Plus les chutes sont abondantes, plus l'étendue de neige blanche est vaste et met longtemps à fondre, plus il fait froid. Plus l'écart de température est élevé, plus la condensation des masses d'air... J'ai saisi. La couche de neige s'alourdit et se transforme en une masse de glace sur laquelle, comme nous l'avons déjà dit, continue à tomber de la neige, ce qui a pour effet de tasser la glace encore davantage. La masse glaciaire se développe, elle est non seulement de plus en plus épaisse, mais elle s'étend aussi en largeur, recouvrant des surfaces de plus en plus vastes et blanches, qui réverbèrent les rayons du soleil, dit Conduramus en hochant la tête. Du coup, le froid s'intensifie encore et encore, jusqu'à ce que le froid blanc prophétisé par Ithyliana devienne réalité. Mais un tel cataclysme est-il possible ? Doit-on vraiment craindre que la glace qui s'étend au nord depuis toujours envahisse le sud à l'improviste, qu'elle l'écrase, anéantisse et recouvre tout sur son passage ? À quelle vitesse s'étend la calotte glaciaire au pôle nord ? Progresse-t-elle de quelques pouces par an ? Comme tu le sais certainement, dit Nimue, le regard tourné vers le lac, Pont-Vanis est le seul port à ne pas geler dans la baie de Prasdeka. Oui, je le sais. Eh bien, enrichis ta connaissance. Il y a 100 ans, aucun des ports de la baie ne gelait. Des concombres et des citrouilles poussaient à Talgar, à Kengorn. On cultivait des tournesols et des lupins. On n'en cultive plus aujourd'hui car il fait tout simplement trop froid. Savais-tu qu'à Kedwen, on trouvait des vignobles ? Sans doute les vins provenant de ces vignes n'étaient-ils pas les meilleurs ? Les documents anciens semblent indiquer qu'ils n'étaient pas chers du tout.
Mais les poètes locaux en chantaient les louanges. Aujourd'hui, plus aucune vigne ne pousse à Kedwen. Les hivers actuels, au contraire d'autrefois, s'accompagnent de fortes gelées qui tuent les vignes. Non seulement elles en ralentissent la croissance, mais elles les détruisent, véritablement. Je comprends. Eh bien, s'interrogea Nimue, que dire d'autre encore? Peut-être ceci. La neige tombe à Talgar dès la mi-novembre et descend vers le sud en progressant de plus de 50 miles par jour. Aujourd'hui, des tempêtes de neige peuvent s'abattre sur l'Alba entre décembre et janvier, alors qu'il y a 100 ans la neige y était un phénomène tout à fait exceptionnel. La fonte des neiges et le dégel des lacs débutent chez nous en avril, même les enfants savent cela. D'ailleurs, ils s'étonnent quand on leur explique qu'avril est synonyme de printemps. Chez nous, à Dikovara, expliqua Conduramus, ce mois ne s'appelait pas avril, mais persefleur, ou encore birk en elfique. Mais c'est vrai, les mois tirent leur nom du temps reculé, où avril effectivement signifiait le printemps, car tout commençait à fleurir au cours de ce mois. Ces temps reculés remontent à peine à 100, voire 120 ans. C'était hier, jeune fille. Itlina avait parfaitement raison. Ces prophéties vont se réaliser, le monde disparaîtra sous une couche de glace, la civilisation sera ensevelie par la faute de la destructrice. Elle avait la possibilité de sauver le monde, mais, comme nous le dit la légende, elle ne l'a pas fait. Pour des raisons que la dite légende n'éclaircit pas, si ce n'est à l'aide d'une morale trouble et naïve. C'est vrai, les faits restent des faits. Le froid blanc en est un. La civilisation de l'hémisphère nord est condamnée à la perdition. Elle disparaîtra, ensevelie sous le glacier qui s'étend sous le perglisol éternel de la neige. Il n'y a pas eu lieu de paniquer cependant, car avant que cela arrive, le soleil disparut entièrement derrière l'horizon, privant la surface du lac de son éclat aveuglant. L'eau scintillait maintenant d'une lumière plus douce, plus clémente. La lune brillante, comme un thalor d'or coupé en deux, avait fait son apparition au-dessus de la tour Inisvitre. Combien de temps cela prendra-t-il, selon toi? Demanda Conduramus. Combien de temps avons-nous en somme? Beaucoup de temps. Combien Nimue? Quelques 3 milliers d'années. Sur le lac, assis dans sa barque, le roi pêcheur donna un grand coup de rame dans l'eau et pesta. Conduramus poussa un profond soupir. Je suis un peu rassuré, dit-elle au bout d'un instant. Juste un peu. Pour faire un effort, c'est quand même assez rassurant de savoir que tu vas pas mourir de glace tout de suite. Hop. Cette fois, l'endroit où Ciri atterrit était l'un des plus épouvantables qu'elle ait visité. Il s'agissait, sans nul doute, de la première décennie du tout début de celle-ci. Elle se trouvait dans un port, un canal portuaire. Elle voyait des barques et des galères amarrées près des quais, une forêt de mâts, des voiles qui pendaient tristement dans l'air immobile. De la fumée serpentait tout autour, des nuages de fumée malodorante. La fumée envahissait également l'arrière des taudis penchés qui longeaient le canal. On entendait les pleurs d'un enfant s'élever de ses masures. Il hurlait, littéralement. Kelpie s'y broie. Agitant vigoureusement son museau, elle recula, faisant résonner ses sabots sur le pavé. Ciri baissa les yeux et vit des cadavres de rats sur le sol. Partout gisaient ces rongeurs, aux pattes roses claires, figés dans des postures de souffrance. « Il se passe quelque chose de pas clair ici, » se dit-elle tandis qu'elle se sentait gagnée par la peur. « Quelque chose d'anormal, je dois partir, et au plus vite. » Elle vit, près d'un tronc d'arbre couvert de filets et de cordages, un homme assis, dépoitraillé, la tête penchée sur son épaule. Un peu plus loin gisait un deuxième individu. Il n'avait pas l'air endormi. Ils ne tremblèrent même pas lorsque les sabots de Kelpie résonnèrent sur le sol, juste à côté d'eux. Ciri baissa les yeux en passant devant des vêtements en lambeaux suspendus à un fil. Ils étaient sales et dégageaient une odeur âcre. Une croix avait été peinte à la chaleur ou à la peinture blanche sur la porte de l'un des taudis. Du toit s'élevait de la fumée noire qui montait vers le ciel. L'enfant pleurait toujours,
Quelqu'un au loin poussa un cri. Un peu plus près, pardon, un autre toussa en râlant. Un chien se mit à hurler. Ciri senta soudain un picotement sur sa main. Elle baissa la tête. Sa main était parsemée de petites piqûres noires de puces. Elle hurla de toutes ses forces. Tremblant de peur et de dégoût, elle agita violemment sa main pour tenter de s'en débarrasser. Quel pied effrayé partit au galop. Ciri faillit tomber. Serrant les flancs de la jument entre ses cuisses, elle se grattait les mains, secouait ses cheveux, sa veste et sa chemise. Lancée au galop, Kelpie se retrouva dans une ruelle enfumée. Ciri poussa un cri de terreur. Elle traversait l'enfer, le plus cauchemardesque des enfers, entre des maisons marquées d'une croix blanche, des tas de chiffons qui se consumaient, entre des morts qui gisaient seuls et d'autres entassés les uns sur les autres, au milieu des vivants déguenillés, fantômes à demi nus aux yeux creusés par la douleur, rampant dans la boue, criant dans une langue qu'elle ne comprenait pas, tendant vers elle leurs bras maigres, couverts d'affreuses pustules ensanglantées. « Je dois me sauver, partir d'ici, je le dois absolument !» Longtemps encore, même dans le néant et le vide des archipels des lieux, la fumée et la puanteur de cet endroit épouvantable chatouillèrent les narines de Ciri. L'endroit suivant était un port également. Des coques, des barcasses, des chalands, des barques étaient amarrées au quai d'un canal aux couleurs d'opale, surmonté d'une forêt de mâts. Ici, dans cet endroit, des mouettes criaient joyeusement au-dessus des bateaux, et une odeur familière remplissait l'air, celle du bois mouillé, du goudron, de l'eau de mer et aussi de la poiscaille, dans ses trois variantes élémentaires, poisson frais, pas frais et frit. Sur le pont de la plus proche des coques, deux hommes se disputaient, s'invectivaient bruyamment. Ciri comprenait ce qu'ils disaient. Ils parlaient du prix des harengs. Loin de là se trouvait une taverne. Par la porte ouverte s'échappait une odeur fétide de renfermé et de bière. On entendait des voix, des cliquetis, des rires. Quelqu'un chantait à tue-tête une chanson salace, reprenant toujours la même strophe. Le net vard telenars, aenet elet enspars. Ciri savait où elle se trouvait, avant même de lire sur la proue le nom d'une des galéas, Evalmuir, et le port d'attache, Bacala. Oui, elle savait où elle se trouvait. À Nilfgaard. C'est con. Elle s'enfuit avant que quiconque fasse davantage attention à elle, avant qu'elle replonge dans le néant. Cependant, une puce qui avait résisté au trajet dans le temps et l'espace, cachée dans un repli de sa veste, effectua un long saut de puce pour atterrir sur le quai portuaire. Le soir même, la puce avait élu domicile dans la fourrure élimée d'un rat, un vieux mâle, vétéran de nombreuses batailles ratesques, comme en témoignait son oreille méchamment rongée. Le soir même, la puce et le rat embarquèrent à bord d'un vieux holk, mal entretenu et très très sale, et dès le lendemain matin partirent en croisière. Le holk s'appelait Catriona. Ce nom allait rester dans l'histoire, mais personne à l'époque ne le savait encore. Étonnamment, l'endroit suivant l'a surpris par ses paysages merveilleusement bucoliques. Au bord d'une rivière paisible qui coulait paresseusement et dont les rives s'étaient reliées par un joli petit pont de pierre en arc de cercle, au milieu de saules pleureurs inclinés sur l'eau, d'aulnes et de chênes, parmi les priméroses, était cachée une auberge entourée de vignes sauvages, de lierres et de pois de senteur. Sur son perron se balançait une enseigne aux lettres dorées. Ciri ne connaissait absolument pas cette langue, mais sur l'enseigne était aussi dessiné un chat, assez réussi d'ailleurs. Elle supposa donc qu'il s'agissait de l'auberge du chat noir. La jeune fille était véritablement captivée par la bonne odeur de nourriture qui émanait de l'établissement. Elle ne tergiversa pas longtemps, elle arrangea son épée sur son dos et entra. Il n'y avait presque personne à l'intérieur. Seule une table était occupée par 3 hommes à l'allure de paysans. Ils ne le regardèrent même pas. Ciri s'assit dans un coin, dos au mur. L'aubergiste, une femme corpulente vêtue d'un tablier tout propre et coiffée d'une cornette, s'approcha et lui demanda quelque chose. Sa voix était rocailleuse, mais mélodieuse. Ciri lui montra du doigt sa bouche ouverte, puis il se tapa sur le ventre. Ensuite, elle arracha l'un des gros boutons d'argent de sa veste et le posa sur la table.
Devant le regard perplexe de la femme, elle s'apprêtait à arracher un deuxième bouton, mais celle-ci l'arrêta d'un geste en lui disant un mot aux consonances suintantes, mais qui sonnait agréablement. Pour un bouton d'argent, on lui apporta une écuelle contenant une épaisse soupe de légumes, une marmite en argile avec d'haricots et de la poitrine fumée, du pain et une cruche de vin coupée avec de l'eau. À la première cuillerée, Ciri crut qu'elle allait se mettre à pleurer, mais elle se maîtrisa et mangea lentement, en se régalant. L'aubergiste approcha, prononça quelques mots en bourdonnant d'un ton interrogatif, ses mains jointes plaquées contre sa joue. Resterait-elle pour la nuit? Je ne sais pas, dit Ciri, peut-être. En tout cas, merci pour votre offre. La femme sourit et s'éloigna dans la cuisine. Ciri desserra sa ceinture, appuya ses épaules contre le mur. Elle se demandait ce qui allait se passer. L'endroit, surtout en comparaison des derniers qu'elle avait visités, était sympathique et lui donnait envie de prolonger un peu son séjour. Cependant, elle le savait, une confiance trop vite accordée pouvait être dangereuse, et le manque de vigilance se révélait néfaste. Un chat noir, qui ressemblait trait pour trait à celui de l'enseigne, surgit d'on ne sait où. Il se frotta contre son mollet, hérissant l'échine. Elle le caressa. Le chat frotta son museau contre sa jambe, s'assit et commença à faire sa toilette. Ciri l'observa. Jard est assis près d'un feu, en compagnie de quelques loqueteux pas très beaux à voir. Ils sont tous en train de grignoter quelque chose qui ressemble à des morceaux de charbon de bois. Jard, il le faut, dit le garçon en regardant les flammes. Je l'ai lu dans l'histoire des guerres, l'œuvre du maréchal Péligrand. Il faut le faire lorsque la patrie est dans le besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ronger du charbon? Oui, précisément. La mère patrie nous appelle, et en partie pour des raisons personnelles. Ciri ne dort pas en salle, dit Yennefer. Nous arrivons. Elles entrèrent dans une ville où partout sur les toits, sur toutes les portes et toutes les grilles, des grandes croix sont dessinées à la peinture blanche ou à la chaux. De la fumée, épaisse et malodorante, tournoie dans les rues. Elle provient des bûchers sur lesquels on brûle les cadavres. Yennefer semble ne pas s'en rendre compte. Je dois me faire belle. Juste en face de son visage, un petit miroir est suspendu au-dessus des oreilles de son cheval. Un peigne danse dans l'air, coiffant ses boucles noires. Yennefer n'utilise que des sortilèges. Elle ne se sert en aucune façon de ses mains car ses mains ne sont plus qu'une masse de sang coagulée. Maman, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Lève-toi, jeune fille, dit Cohen. Maîtrise ta douleur, lève-toi et reprends ton pied-à-pied, sinon la peur va t'envahir. Tiens-tu à être tenaillé par la peur jusqu'à la fin de ta vie? Ses yeux jaunes brillent d'une lueur mauvaise. Il bâille, exhibant ses dents pointues d'une blancheur éclatante. Ce n'est pas du tout Cohen, c'est un chat noir. Une colonne de soldats, longue de plusieurs milles, défile. Une forêt de piques et d'étendards se déploie et ondoie. Jard défile lui aussi. Il porte un aume rond sur la tête, sur l'épaule une lance si longue qu'il doit la tenir fermement des deux mains pour ne pas perdre l'équilibre. Les tambours retentissent, un chant guerrier résonne et gronde, des corneilles croissent au-dessus de la colonne, des nuées de corneilles. Le bord d'un lac, sur la plage, des mottes d'écume séchée, des joncs putréfiés rejetés par les flots, une île sur le lac, une tour, un donjon au créneau dentelé dont les machicoulis sont renforcés par des corbeaux. Au-dessus de la tour, le ciel crépusculaire vire au bleu foncé. La lune ne se montre qu'à moitié, brillante, comme un thaler d'or coupé en deux. Sur la terrasse, deux femmes, assises dans un fauteuil, emmitouflées dans des fourrures. Un homme, dans une barque. Un miroir et un gobelin. Ciri redresse la tête. Eridine Breag et Glace est assise en face d'elle. Tu ne peux ignorer, dit-il, en souriant de façon à admirer sa denture parfaite, que tu ne fais que retarder l'inéluctable. Tu nous appartiens, et nous t'aurons. Tout juste. Tu reviendras chez nous, tu voyageras un peu dans le temps et l'espace, puis tu tomberas sur la spirale, et c'est là que nous t'aurons. Tu ne retourneras plus jamais dans ton monde ni à ton époque. D'ailleurs, il est trop tard. Tu n'as plus personne auprès de qui rentrer. Les gens que tu connaissais sont morts depuis longtemps. Leurs tombes sont envahies de mauvaises herbes. Elles sont en ruine, leur nom a été oublié. Le tien aussi. Tu mens, je ne te crois pas. Que tu me crois ou non, c'est ton problème, je te le répète, bientôt, tu tomberas dans la spirale, et moi je t'y attendrai. Tu le souhaites toi-même, en secret, voyons. Mais l'aide Luden. Tu délires sans doute. Non, les aînés, nous sentons ces choses. Tu éprouvais de la fascination pour moi. Tu me désirais, tu avais peur de ces désirs. Tu me désirais, tu me désires toujours, Zirael. Tu
Veux-me, moi, mes mains, sentir ma peau sur la tienne. Ça redevient bizarre. Au premier contact, elle se leva, avec impétuosité, renversant son tabal qui par chance était déjà vide. Elle se saisit de son épée, mais elle se calma sur le champ. Elle était à l'auberge du chat noir, elle avait dû s'assoupir, sommeiller sur la table. La main qui avait touché ses cheveux était celle de la propriétaire, bien en chair. Cyril n'appréciait guère ce genre de familiarité, mais il se dégageait de cette femme une bonté et une bienveillance telle qu'on ne pouvait y répondre par la rudesse. Elle la laissa lui caresser la tête, écoutant en souriant sa voix mélodieuse et rocailleuse. Elle était fatiguée. Je dois y aller, dit-elle enfin. La femme sourit à son tour, rompit mélodieusement. Comment se fait-il, songea Cyril, que dans tous les mondes, dans tous les endroits, et à toutes les époques, dans toutes les langues et tous les dialectes, ce seul mot soit toujours compréhensible, résonne toujours de la même façon. Oui, je dois retrouver ma maman. Elle m'attend. L'aubergiste la raccompagna dehors. Avant que Cyril se retrouve en selle, elle l'enlaça soudain, la serrant fort contre sa poitrine généreuse. Au revoir. Merci pour l'accueil. En avant, Kelpie. Elle se dirigea sans attendre vers le pont arqué au-dessus de la paisible rivière. Lorsque les sabots de la jument claquèrent sur le pavé, elle se retourna. La femme était toujours devant l'auberge. Concentration, les poings sur les tempes, un bourdonnement, comme si une conque marine était plaquée contre son oreille, un éclair, et le plongeon dans le néant noir et feutré. Bonne chance, ma fille, lui lança Teresa Lapin, l'aubergiste du Chat Noir à Pont-sur-Yonne, sur la route qui mène de Melun au Cerf. Bonne route. C'est chez nous, ça. C'est notre contrée. Vous pourrez le dire demain au travail. Et oui, on a accueilli Siri. Concentration, les poings sur les tempes, un bourdonnement, comme si une conque marine était plaquée contre son oreille. Un éclair, et le plongeon dans le néant noir et feutré. Nouvel endroit, un lac, une île, une tour. La lune, qui se montre à moitié, ressemble à un thaler coupé en deux, son reflet dans l'eau, à un ruban lumineux. Au milieu du ruban, une barque, un homme, avec une canne à pêche. Sur la terrasse de la tour, deux femmes. Conduramus ne put s'empêcher de pousser un cri de surprise et mit aussitôt sa main devant sa bouche. Le roi pêcheur laissa tomber l'ancre dans un clapotement. Il pesta dans sa barbe, puis il ouvrit la bouche et se figea. Ni muet, n'eut même pas un frisson. Éclairé par un rayon de lune, la surface du lac frémit et se rida, comme après un coup de vent. Le ciel nocturne au-dessus des flots se craquela, comme une vitre se craquelle après un impact. De la fissure surgit un cheval noir, monté par un cavalier. Ni muet, tendit tranquillement ses mains en avant, scandant une formule magique. Le gobelin, sur son support, s'enflamma soudain en une féerie de lumières multicolores. Les lumières se reflétèrent dans l'ovale d'un miroir, se mirent à danser, tournoyant telles des abeilles colorées et ruisselant soudain, pour former un sceptre irisé, un ruban de plus en plus large, qui éclairait la terrasse comme en plein jour. La jument noire rua, poussa un hennissement sauvage. Nimue tendit brusquement les bras, lança une nouvelle incantation. Condiramus, voyant une image se former et grandir dans l'air, se concentra à son tour. L'image gagna aussitôt en netteté, un portail, une porte derrière laquelle on voyait un plateau couvert de carcasses de bateaux, un château encastré dans les rochers escarpés d'un ravin qui dominait un lac de montagne aux sombres reflets. « Par là !» cria Nimue d'une voix perçante. « Voilà la route que tu dois suivre, Ciri, fille de Pavetta. Entre dans le portail, suis la route qui te mènera à la rencontre de ta destinée. Que la route du temps se referme, que le serpent Ouroboros enfonce ses dents dans sa propre queue. Cesse d'errer plus longtemps, dépêche-toi, hâte-toi d'aller aider tes proches. C'est la bonne direction, sorceleuse. » La jument hennit de nouveau et se cabra. La jeune fille, sur sa selle, tourna la tête. Elle ne regardait plus dans leur direction, mais dans celle de l'image convoquée par le gobelin le miroir. Elle écarta ses cheveux, et Condiramus vit l'affreuse cicatrice sur sa joue. « Fais-moi confiance, Ciri, cria Nimue. Tu me connais, n'est-ce pas ? Tu m'as déjà vu jadis. » Je m'en souviens, dit-elle. En même temps, elle l'a vu dans une position.
Je te fais confiance. Merci. Nimue et Condyramus regardèrent leur jument entrer d'un pas léger et dansant dans la clarté du portail. Avant que l'image s'estompe et se disperse, elles virent la jeune fille aux cheveux gris qui leur faisait un signe de la main. Ensuite, tout disparut. La surface du lac redevint lisse, la lune s'y refléta de nouveau. Le silence était tel qu'elles avaient l'impression d'entendre la respiration sifflante du roi pêcheur. Retenant les larmes qui lui montaient aux yeux, Condyramus serra très fort Nimue dans ses bras. Elle sentit la petite magicienne trembler. Elles demeurèrent ainsi enlacées un certain temps, sans un mot, puis toutes les deux se tournèrent vers l'endroit où avait disparu la porte des mondes. « Bonne chance, sorceleuse !» crièrent-elles à l'unisson. « Bonne route !» Non loin du dit pâturage, à l'endroit de cette bataille atroce qui vit s'affronter les forces du Nord et les envahisseurs nilfgaardiens, se trouvaient 2 villages de pêcheurs, les Vieilles Miches et Brenna. Toutefois, comme le village de Brenna fut à l'époque réduit en cendres, on avait pris l'habitude de parler de la bataille des Vieilles Miches, mais aujourd'hui, plus personne ne la désigne autrement que comme la bataille de Brenna, et cela pour 2 raisons. Primo, Brenna reconstruit en totalité est aujourd'hui un grand village prospère, alors que celui des Vieilles Miches, abandonné par la population, est envahi par les orties, le chien-dent et la bardane. Segundo, il n'était guère concevable qu'une bataille aussi célèbre, mémorable et tragique fût associée à un nom pareil. Car enfin, nous avons ici une bataille au cours de laquelle 30 000 personnes pour le moins ont péri, et là, un nom de village où il est question non seulement de Miches, mais encore de Vieilles Miches qui plus est. Ainsi, dans tous les ouvrages historiques et militaires, il fut convenu de désigner cet événement exclusivement sous le nom de la bataille de Brenna. Tant chez nous que dans les sources nilfgaardiennes qui, soit dit en passant, sont considérablement plus nombreuses que les nôtres. Révérend Jar le vieux des Länder, Annales seu cornica inctirigni temeria. C'est ainsi que se termine ce chapitre 7. J'espère qu'il vous aura plu. On se termine sur quand même Ciri qui rejoint enfin Nimue. Nimue qui, normalement, de ce qu'elle vient de dire, lui ouvre un portail qui devrait faire qu'elle retrouve le bon espace-temps et le bon lieu. Est-ce que ça veut donc dire que, enfin, Ciri va retrouver Geralt, Yennefer et va pouvoir continuer déjà de les retrouver et les sauver et reprendre le cours de l'histoire comme avant? On espère, on ne sait pas, on espère. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, YouTube. Et déjà, c'est au chapitre. Et puis surtout, surtout, vous aurez la suite la semaine prochaine, soit mercredi prochain si vous suivez sur YouTube. Mais du coup, vu le chapitre incroyable que ça a l'air d'être, je vous invite fortement à nous rejoindre dimanche soir 21h sur twitch.tv/Tiamax pour écouter ça avec nous, réagir avec nous en direct. Du coup, voilà, je pense que ce sera un chapitre, je l'espère, un chapitre incroyable la semaine prochaine. Je vous souhaite, YouTube, une excellente semaine à vous. Profitez bien et on se retrouve très très vite pour le chapitre 8. Bye bye.